Bien, bonjour à tous, merci pour l'accueil. J'espère que ça sera enrichissant et stimulant. Donc, bonjour à Moulins, Le Puy et Aurillac, et puis bonjour à Clermont-Ferrand. Je vais essayer, déjà je vais me présenter un petit peu rapidement. Alors normalement, si je pose le micro comme ça, vous m'entendez aussi? C'est bon? Non? Moins bien? D'accord, donc on va prendre celui-là alors. Donc Hervé Frel, je suis personnel de direction, exactement, ce qu'on appelle un personnel de direction, donc au collège Gordon Bennett Rochefort-Montagne, que j'ai la chance de diriger depuis l'année dernière. Donc c'est je prépare donc ma troisième rentrée scolaire. Mon petit parcours, donc j'ai été, comme vous, sur les bancs aussi de l'université et de l'IUFM. J'ai fait un parcours dans l'éducation nationale, maître d'internat, surveillant d'externat, en même temps que je préparais, puisque j'étais PE1 à l'époque, mais j'ai découvert le métier de CPE en faisant mes fonctions de surveillant, et c'est comme ça que, en passant le concours, donc j'ai bifurqué, j'ai quitté le professorat des écoles pour me diriger vers la mission et la fonction de conseiller principal d'éducation. Et puis après plusieurs établissements, aussi bien lycée d'enseignement général et technologique, lycée professionnel, petits collèges ruraux, collèges de centre-ville. J'ai fait aussi une mission au rectorat en tant que chargé de mission vie scolaire pendant 4 ans, de 2002 à 2005. Et puis, donc j'ai passé le concours de personnel de direction. Et donc, après avoir été adjoint en éducation prioritaire au collège Albert Camus, donc j'ai pris la direction de ce collège. Alors, on a d'abord une contrainte de temps, c'est normal. Pour vous parler du collège, c'est pas 2 heures qu'il faudrait, c'est des semaines et des semaines. Mais bon, c'est tous les sujets qui nous préoccupent sont tous très intéressants. Donc, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Alors, comme vous l'avez vu dans mon parcours, je n'ai jamais été enseignant. Voilà, donc je ne suis pas enseignant, je ne suis pas conférencier. Je suis personnel de direction, donc à ce titre, c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Je ne suis pas non plus ni cuisinier, ni devin, ce qui veut dire qu'il n'y aura ni recette, ni prédiction. Souvent, je précise parce que souvent on a le sentiment qu'on attend quelque chose. Hier, j'ai accueilli, et donc j'ai modifié aussi mon intervention aujourd'hui. Hier, j'ai accueilli une directrice d'école nouvellement nommée dans un petit village à côté de Rochefort-Montagne. Il y a plus petit que Rochefort-Montagne encore. Et cette directrice donc venait faire un stage donc d'une journée, puisque c'est obligatoire. Les directeurs nouvellement nommés font un stage de prise de contact avec le collège de secteur. Et donc, en échangeant, j'ai pu remarquer que le chemin était encore très long, très très long, entre justement ce premier et ce second degré. Et donc, je vais essayer, à ma mesure, de faire en sorte d'apporter ma petite pierre sur ce petit chemin, ce long chemin que nous empruntons tous pour un seul objectif, qui est la réussite de tous les élèves qui nous sont confiés. Alors la commande, c'était le collège aujourd'hui, les réalités actuelles, le fonctionnement, les personnels, enjeux, défis, un petit peu toutes ces choses. Donc comme je vous dis, j'ai fait des choix aussi par rapport à mes interrogations sur le système que je pratique, que j'ai vu à plusieurs niveaux. Également avec la discussion avec au niveau des bassins de formation qu'on a, puisqu'on se réunit régulièrement, les personnels de direction, nous nous réunissons en formation, donc en bassin de formation, et on échange énormément sur nos pratiques et également sur ce qui se passe dans nos établissements scolaires. Et puis, qu'est-ce qu'on attend donc qu'est-ce qu'on attend justement de cette liaison, si je suis là aujourd'hui, c'est parce et je ne me souviens pas, ni lorsque j'étais à votre place, ni puisque j'ai l'occasion d'intervenir notamment devant les conseils principaux d'éducation, je ne me souviens pas avoir intervenu en tant que chef d'établissement en tout cas, ou avoir eu d'autres collègues qui sont intervenus devant des professeurs des écoles. Et pourtant, cette
liaison école-collège, elle existe depuis, en tout cas elle est impulsée depuis très longtemps, puisque depuis 1977, la première circulaire qu'on retrouve, c'est une circulaire de 1977 qui rappelle déjà qu'il faut à tout prix impulser une liaison entre le collège et l'école. Je vous donnerai quelques références après, quelques biographies pour que vous puissiez aller voir de vous-même. Là-dessus, il y a un rapport de l'inspection générale qui a été fait en 2014, donc concernant justement cette liaison école, où ils reprennent un peu l'historique et vous allez voir que c'est une préoccupation depuis très longtemps. Et pourtant, ça doit être une préoccupation, c'est comme je vous le dis, la première fois en 2015 qu'on retrouve quelqu'un issu du second degré qui parlerait à quelqu'un issu du premier degré. Donc c'est bien qu'il y a des choses qui ont changé et qu'avec le nouveau cadre juridique, je pense que justement ça accélère un petit peu cette obligation de faire cette liaison école-collège. Donc dans un premier temps, pour mieux appréhender justement le fonctionnement du collège, parce que si on veut apprendre à se connaître, et je l'ai constaté hier, il faut que vous connaissiez comment fonctionne le collège. Parce que le collège, vous le connaissez en tant qu'élève. J'ai l'habitude de dire que c'est pas parce que je prends le tram que je sais comment fonctionne la T2C. Ben c'est pareil, quoi. C'est pas parce qu'on est usager d'un service ou quelque chose qu'on croit savoir et qu'on sait exactement comment ça fonctionne. Il faut être dedans. Et c'est très facile d'apporter des réponses simples souvent à des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça. Donc il me semble important de rappeler quelques évidences peut-être, mais peut-être pas pour tous. Alors si on est là aussi, il y a un constat. Il y a un constat qui est très clair, qui est le constat que l'école, elle est un peu malade, quoi. Et alors ça, on le savait, hein, c'est presque une maladie chronique de l'école, hein, c'est-à-dire on a du mal à faire réussir tous nos élèves. Le problème, c'est que la maladie chronique, on a des indicateurs qui nous montrent que non seulement elle est chronique, mais en plus elle s'aggrave. Et c'est comme toute maladie, c'est-à-dire que tant qu'elle est chronique, bon, peut-être qu'avec un certain traitement de fond, on arrive à maintenir cette maladie, puis on peut vivre avec une maladie chronique toute sa vie. Mais quand ça s'aggrave, il faut peut-être changer le traitement. Donc, en 2010, il y a eu plusieurs rapports sur la performance. Hein, je vais utiliser beaucoup de gros mots aujourd'hui, en fait. La performance du système éducatif. En avril, il y a eu la Commission des affaires culturelles de l'éducation de l'Assemblée nationale. Hein, vous aviez peut-être entendu parler. Cette commission Gros-Perrin qui a rendu un rapport sur la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences au collège. La même année, au mois de mai, on a l'éducation nationale, un autre rapport, celui de la Cour des comptes cette fois-ci, l'éducation nationale face à l'objectif de la réussite de tous les élèves. Ces rapports vont provoquer aussi un rapport de l'inspection générale qui va dès octobre 2010 faire un rapport concernant les dispositifs qui sont mis en place justement puisque l'école est malade. Hein, donc les dispositifs qui sont mis en place d'aide aux élèves de façon individualisée. Rapport que je vous conseille d'aller au moins rapidement lire en diagonale, hein, mais c'est intéressant. Les rapports d'inspection généraux, lorsqu'ils sont visibles, parce que malheureusement des fois ils ne sont pas visibles, en tout cas ils le sont mais peut-être un peu décalés dans le temps, sont toujours très riches d'informations. En tout cas, toutes ces sources confondues, ces différents rapports, hein, qu'ils soient de l'Assemblée générale, hein, des législateurs, qu'ils soient de l'éducation nationale, ils font apparaître quand même des chiffres qui sont, que vous avez tous entendus, mais qui sont quand même aggravants, enfin qui sont quand même importants et qui montrent la gravité de la situation. Je vous en donne quelques-uns. On a quand même plus de 21% des élèves qui éprouvent de sérieuses difficultés dans la maîtrise des compétences de base en français en fin de scolarité obligatoire. C'est-à-dire, la fin de scolarité obligatoire, c'est 16 ans. 16 ans, ce n'est pas obligatoirement le collège. Mais ça, on en reparlera après. Parce qu'on a tendance souvent à faire le raccourci. En fait, il y a l'école primaire, hein, puis le collège, puis après, voilà. Non, il y a des élèves qui quittent le collège et qui n'ont pas 16 ans. Donc et donc, s'ils n'ont pas
obtenu l'intégralité des compétences de base, ça veut dire que derrière, il faut continuer le travail. Mais ça, c'est compliqué. Si la liaison école-collège est compliquée, la liaison collège-lycée l'est pas moins. On a la part, en plus, donc dans PISA, vous avez entendu tous parler de PISA, on a la part des mauvais, donc je cite un mauvais ou très mauvais lecteurs, qui est passé de 15% en 2000 à 21,7% en 2006. Et puis on a aussi, parce qu'on parle souvent de la maîtrise de la langue, c'est normal, hein, c'est quelque chose en éducation prioritaire notamment que j'ai constaté qui est primordial, hein, c'est pour ça qu'on a même un renforcement en français langue seconde, hein, donc en éducation prioritaire. 72%, moi ça m'avait quand même étonné, 72% des élèves de primaire et 73% en collège ne maîtrisent pas le programme de mathématiques. Et ça, c'est des évaluations de 2008 qui le disent. Vous voyez, on n'est pas sur des petites quantités, 72 ou 73%. Voilà. Alors c'est des chiffres, on peut se questionner sur voilà, le programme, le socle, l'indicateur, voilà. En tout cas, ce qui compte, c'est pas obligatoirement les chiffres, ce qui compte, c'est l'évolution. Comme je vous ai dit, c'est comme la maladie chronique qui s'aggrave, c'est-à-dire l'évolution. On constate que le niveau de formation de la population française, s'il a globalement progressé, l'écart ne cesse de se creuser entre les élèves les plus performants et ceux les plus en difficulté. Si la France n'est pas dans le classement très bien placée, elle l'est, et on parle souvent des pays, vous avez tous entendu des pays comme la Finlande, comme le Japon, qui ont de bons résultats. Si on regarde sur le détail, concernant les élèves les plus performants, la France, elle fait mieux que la Finlande, elle fait mieux que le Japon, concernant ses meilleurs élèves. Le problème, c'est que concernant les élèves les plus en difficulté, elle fait comme le Mexique. C'est quand même assez compliqué de comparer le budget de l'éducation nationale et les moyens qui sont mis, et l'histoire de la France avec celle du Mexique. Donc là, on peut discuter beaucoup. En tout cas, le constat est là que parmi les pays développés, on a, malgré tout cela, ce que je viens de vous dire, on a quand même aussi l'élite la moins nombreuse et les élèves les plus en difficulté, les plus nombreux. Voilà, comme ça, on a deux podiums. Et je pense que ce constat, il parle de lui-même. Alors, le collège, il se retrouve confronté, hein, comme tout le monde, à ces difficultés, et il s'interroge quotidiennement, et je peux vous dire que les enseignants s'interrogent quotidiennement dans leur pratique. Tous les jours, je croise un enseignant au collège qui s'interroge sur tel élève, qui reçoit tel parent, qui se dit, on a fait le constat, mais bon voilà, on le sait, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Il se trouve que l'histoire de l'éducation nationale, au départ, il y a un modèle pédagogique qui est dominant, et qui, jusqu'à la période d'après-guerre, n'a pas été remis en cause. C'est celui de ce qu'on est en train de faire là, l'enseignement collectif, le cours magistral, vous êtes bien sage, vous êtes en face de moi, le discours du maître, la leçon. Et puis c'est commode, c'est commode parce que moi je parle, vous écoutez, en plus vous êtes sage. C'est économique, en plus avec la visio maintenant on arrive même à parler avec plusieurs coins de Belle-Auvergne en même temps. Alors en plus à l'école, il y avait des programmes qui étaient préétablis, les choses étaient bien réglées. Les programmes sont préétablis, on a des manuels aux enseignants, pour les enseignants, ils peuvent s'appuyer dessus, et puis voilà, on lit le manuel et puis on dispense au plus grand nombre. Et puis ce système, grosso modo, il marchait bien, il fonctionne très bien. L'égalité des résultats n'a jamais été visée, ça n'a jamais été dans la volonté de quelques ministres que ce soit et quelques politiques éducatives que ce soit dans ces années-là. Ce qui compte, c'est l'offre d'enseignement. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que sur tous les territoires français, tous les enfants doivent pouvoir fréquenter une école, bénéficier d'une égalité d'offre du service public. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est censé garantir une égalité des chances pour chaque enfant. Voilà. Et on ne se pose pas la question, comme je vous l'ai dit, jusqu'au
moment où après la guerre, on va devoir se confronter un peu à d'autres choses. Alors donc c'est un beau principe, hein, l'égalité, hein, sauf que même ça, dès le début, c'est biaisé. Il faut savoir que cette égalité sur tout le territoire, d'apporter à tous la même offre d'enseignement, tous les historiens, moi je vous conseille de relire Antoine Prot, son dernier livre du changement dans l'école, la réforme de l'éducation de 1936 à nos jours, chez Seuil, qui est paru l'année dernière, en septembre 2014, ou la même chose, le regard historique sur l'éducation en France, qui en fin de compte est le recueil de tout ce qu'il a pu écrire dans le monde de l'éducation, hein, quand le monde de l'éducation existait, puisque cette revue n'existe plus. En fait, tous les historiens montrent qu'on a un système scolaire qui est hérité du XIXe siècle, qui est un système dual, qui juxtapose deux écoles. Voilà. C'est-à-dire l'école des notables et l'école du peuple, pour faire rapide. Jusqu'en 1956, il faut savoir que pour entrer en sixième, il faut passer un examen. Voilà. Donc, on a deux tendances à l'époque. Hein. On a une tendance qui se dit qu'il y a trop d'élèves dans le secondaire. Hein. Donc, l'objectif, c'est de filtrer. Hein. Tout le monde ne peut pas avoir accès au secondaire. Tout le monde ne peut donc pas avoir accès au collège. Et puis, il y a ceux qui se disent, qui se projettent un peu, et qui pensent que, de toute façon, il va falloir élever le niveau de la population, ne serait-ce que pour des raisons économiques, parce qu'il nous faut plus d'ingénieurs, plus de médecins, plus de cadres formés, plus d'ouvriers mieux formés. Voilà. Donc vous sentez bien que c'est les deuxièmes qui vont avoir gain de cause, puisque même s'il n'y a pas pour l'instant d'échec scolaire dans ces années-là, la réforme Berthoin, donc voilà, c'est première grosse réforme, l'ordonnance du 6 janvier 1959, la réforme Berthoin, illustre donc le fait qu'il faut élever le niveau de la population et donc il faut prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et bien, une fois de plus, malgré cette réforme, on va quand même garder les deux systèmes. Donc, on a quand même l'obligation pour tous les élèves, très bien, mais du coup, on fait deux écoles aussi. C'est-à-dire, on rajoute un cycle d'observation de 2 ans, 6e, 5e, l'équivalent de 6e, 5e, voilà. Et puis, bien sûr, celui qui est implanté dans les lycées de centre-ville, on a encore des beaux restes. Si vous allez au collège Jeanne d'Arc, vous verrez que quelque part inscrit à l'intérieur, il y a marqué le petit lycée. Voilà. Au collège Gordon Bennett, ça n'a jamais été un petit lycée. Hein. Tous nos petits collèges ruraux n'ont jamais été des petits lycées. C'était des grandes écoles, historiquement. C'était pas le même public qu'on a envoyé. Et il y avait bien les deux cycles d'observation dans les deux. Voilà. Mais pas avec les mêmes professeurs, pas avec la même formation, pas avec les mêmes élèves. Donc, on reste quand même bien avec deux systèmes séparés. Et ça va avoir des conséquences sur toute la suite et sur le fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à travailler de façon, je dirais, avec une véritable continuité des apprentissages. Enfin, ça, c'est mon point de vue. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes là pour entendre mon point de vue. Après, vous ferez le vôtre. Vous êtes là pour construire vos savoirs à partir de ce que moi, je vous apporte et puis tout ce que vous allez lire et ce que vous avez déjà comme expérience. Donc on se retrouve avec deux systèmes qui restent séparés, donc avec dans les collèges d'enseignement général d'un côté et le lycée. Et puis ce n'est qu'en 1963 que les deux systèmes se rejoignent au sein du collège qu'on va appeler le collège d'enseignement secondaire. C'est pour ça qu'on a encore le CEG, le CES. Voilà. Donc le CES, c'est celui qui en 1963 va essayer de faire se rejoindre les deux systèmes. Donc c'est ce qu'on a appelé la réforme Fouché, qui en fait est la réforme Capel, un peu, parce que c'est quand même beaucoup le ministre Capel qui a travaillé, qui a préparé cette réforme, qui a été amendée ensuite. Mais une fois de plus, parce que ça on a du mal, c'est-à-dire on fait un collège, mais on fait quand même 3 sections différentes. Il n'y a pas de raison. C'est quand même très compliqué. Donc on fait une section, une pour les élèves qui sont destinés à faire des études longues. Donc en fait on retrouve ce qu'on avait au lycée.
On fait une section 2 pour ceux qui sont destinés à faire des études courtes, mais qui vont finir quand même le collège, puisque maintenant c'est jusqu'à 16 ans, donc il faut bien finir le collège. Et puis une section, une formation professionnelle courte, hein, pour ceux qui ne sont pas dans la capacité de suivre la 1 et la 2, voilà, donc type CAP. Donc il va falloir attendre 1975 et la réforme Abi pour qu'on parle enfin du collège unique, qui met fin à ces filières, qui instaure le collège unique, et qui veut s'inscrire dans la continuité des apprentissages. Et je vais vous lire donc quelques principes qui sont exposés dans la loi du 11 juillet 1975, qui précise que tous les enfants doivent bénéficier d'une même formation de base. Et, je cite, « La réforme exclut le procédé simple mais dangereux de la ségrégation entre élèves, excellents ou médiocres. Elle impose des processus pédagogiques beaucoup plus différenciés et personnalisés que ceux qui ont cours actuellement. » Donc, tout le monde est conscient qu'on fait de la ségrégation à l'école. Hein. Voilà. C'est même écrit dans un texte. Elle impose des processus, donc beaucoup, voilà ce que je vous disais, l'institution d'actions de soutien à l'école et au collège, d'activités d'approfondissement au collège, pour permettre aussi d'assouplir la pédagogie dans certaines matières, français, maths. Alors derrière, vous voyez bien que si tout ça met autant de temps, c'est que derrière, il y a des vraies batailles de chapelle entre les différentes disciplines hein, qu'on retrouve au collège, que sont les lettres, les mathématiques, la philosophie, le latin, voilà. Donc il fait partie des lettres classiques. Hein. Donc on se retrouve ainsi voilà, sur le collège, une tentative une fois de plus de ce collège unique, avec écrit noir sur blanc qu'on ne doit pas faire de la ségrégation entre élèves. Le problème, c'est que, rappelez-vous, comme depuis le début, on a deux systèmes différents avec des enseignants différents, hein, ceux qui sont issus du premier degré, ceux qui sont issus du second degré, qui n'ont pas la même formation, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes statuts, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas les mêmes salaires. On va réunir tout ça dans le même établissement. Donc en fait, l'enseignement secondaire, il s'est construit comme ça. Il s'est construit on arrive ainsi à scolariser dans le même collège, parce que c'est le collège unique, dans les mêmes classes, des élèves qui ne viennent pas, donc qui ne sont pas issus au départ du même parcours, avec des programmes qui par contre n'ont pas du tout été conçus pour eux, notamment ceux qui viennent je dirais d'autres, puisque c'est toujours vers le haut, hein, c'est-à-dire on prend le meilleur, donc vous comprendrez que ce ne sont pas les professeurs du premier degré qui ont imposé le niveau qu'il fallait avoir au collège. Donc c'est bien le secondaire qui a mangé, on va dire, tout ce qui arrivait du premier degré. Et en plus avec des professeurs qui n'ont même pas été formés pour accueillir ces élèves. Donc c'est ça le collège unique, hein, d'accord ? Des élèves qui viennent de partout et des professeurs qui n'ont pas tous été formés pour accueillir les élèves. Et de toute façon, on le verra dans l'histoire, puisque petit à petit, les professeurs qui étaient issus, qui étaient bivalents, hein, qui étaient issus du premier degré, les fameux PEGC qu'on avait dans nos établissements scolaires, petit à petit ont disparu et tout le monde est devenu professeur des lycées et collèges. Hein. Après, c'est normal, quand vous laissez cohabiter dans une même structure des enseignants qui, pour le même travail, à qui on demande le même travail, les uns sont mieux payés que les autres, n'ont pas le même nombre d'heures à faire, voilà. Bon. Mais ça n'existe plus. Ah si, j'avais oublié les agrégés. Je crois que ça existe encore, les agrégés, c'est ça, on n'a pas réussi à changer le statut. Donc, mais en collège, normalement, à l'origine, en collège, il ne devrait pas y avoir d'agrégés. Et pourtant, il y en a. Donc on a un premier rapprochement. Donc en plus, si on se remet dans l'histoire à ce moment-là, hein, non seulement on a un choc de culture, comme je vous l'ai dit, mais on a aussi un nouveau débat qui apparaît dans la société, c'est du fait aussi de ce choc de culture, mais aussi d'autres difficultés dans les années 60, hein, les 70, c'est l'échec scolaire. Jusqu'à présent, pas d'échec scolaire. Donc il n'y avait pas à se poser de questions, il n'y avait pas d'échec scolaire. C'est une notion qui, dans les années 60, émerge. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites.
Le précurseur, c'est, si j'en crois ce que j'ai pu récupérer, c'est un que sais-je. Un que sais-je qui est publié en 1954. C'est un inspecteur général qui écrit, qui s'appelle Les insuccès scolaires. Et puis après, on va avoir une succession de professeurs de sciences d'éducation qui vont écrire sur l'échec scolaire, les cahiers pédagogiques aussi qui vont avoir des titres comme ça, l'échec scolaire. Donc la notion est lancée et tout le monde va s'en emparer à différents niveaux. Elle va se diffuser rapidement dans le monde enseignant et dans la société en général. Alors le problème, c'est que déjà à l'époque, on ne sait pas s'il s'agit de l'échec. L'échec scolaire, c'est quoi? C'est l'échec de l'élève ou c'est l'échec de l'école? Donc, on s'interroge quand même sur la responsabilité de l'école. Hein, qu'on se pose la question de savoir si c'est l'échec de l'école ou l'échec de l'élève, on doit s'interroger. Dans ces années 60 aussi, apparaît la notion d'éducation prioritaire. Alors, on a tous dans notre, je dirais, on voit tous à peu près, on situe tous l'éducation prioritaire. Pour nous, c'est 1981, voilà. Alors, c'est pas tout à fait comme ça l'éducation prioritaire, hein, parce qu'en fait, l'éducation prioritaire, l'origine, au départ, c'est très pragmatique. L'éducation prioritaire, elle naît en fait d'un problème qui a donc en 1967, en fait, un préfet qui décide de faire construire 2 cités de transit au port de Gennevilliers à Paris-Ouest. Voilà. Il décide de faire construire 2 cités de transit pour loger des immigrés et des habitants de bidonvilles qui ont été victimes d'un incendie. Voilà. Alors, une fois qu'il a construit ces cités, il faut bien scolariser les élèves. Et puis, donc à la rentrée, on ouvre 2 groupes scolaires. Voilà. Le préfet, qui l'impose au maire. Sauf que ça, c'est compétence du maire, l'école primaire. Il a même trouvé des instituteurs volontaires, parce que c'était des instituteurs qui, à l'époque, travaillaient justement dans les bidonvilles, voilà, venaient voir les familles d'immigrés, et donc ils sont volontaires, ils sont même militants, hein, et ils découvrent qu'à la rentrée, le maire, alors les instituteurs sont là, les élèves sont là, les locaux sont là, puisque c'est le préfet qui a fait, sauf qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, le maire ayant refusé d'accueillir sur sa commune cette population. Donc, le préfet, eh bien, il va faire une circulaire. Il va utiliser en fait un statut dérogatoire qu'accorde une circulaire sur le handicap social. Et il va permettre à l'État de financer directement, voilà, et de mettre en place ce dispositif avec des classes allégées. Donc on est sur les premières zones d'éducation prioritaire et on est bien dès le départ sur du réseau d'établissements du premier degré. Mais les instituteurs, à l'époque, le directeur de l'école, qui s'appelle Alain Bougarel, en fait, hein, qui écrira plusieurs revues après sur l'éducation, se pose une question. Lui, il ne veut pas qu'à côté de ce ghetto scolaire, hein, enfin, qu'on ajoute un ghetto scolaire au ghetto social, puisque c'est déjà des bidonvilles. Donc, à l'occasion d'un voyage en Angleterre, il va découvrir dans les écoles le rapport Proden qui parle d'éducation Priority Area, donc qui en fin de compte est l'éducation, les zones d'éducation prioritaire. C'est ainsi que naissent les zones d'éducation prioritaire. En tout cas, de façon très pragmatique. Alors ensuite, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais tout ça, bien sûr, va s'accompagner donc du changement politique en 1981, du discours voilà, de Savary, et puis donc de la création en 81 des premières zones prioritaires, puis des zones d'éducation prioritaire, puis sans cesse on relancera en 90, puis en 97 on aura les réseaux d'éducation prioritaire. C'est pas une nouveauté de moi quand j'entends les REP ont déjà existé. Hein. En 97 on a créé des REP, c'est pas nouveau. Puis après, en 2006, on a changé les noms. Ça s'appelait les RAR, les réseaux d'ambition réussite. Puis après, en 2011, on a fait les éclairs, école, collège
école, collège, liaison, voilà, lycée, ambition, innovation, réussite. Et puis là, on est revenu au REP+. Bon, tout ça, c'est la relance d'éducation prioritaire. Et en gros, on reste sur les mêmes, sur les mêmes priorités. Pour vous dire que si l'histoire du système éducatif, depuis le début, contrairement à ce qui est affiché, est déjà, était déjà installée de façon inégalitaire sur le territoire, l'éducation prioritaire également participe à ça. L'éducation prioritaire, c'est l'inverse de l'école de la République, de l'égalité républicaine. C'est exactement l'inverse de ce que disait... voilà. Mais c'est assumé, hein, c'est ce qu'on appelle la discrimination chez nous positive, mais ça mériterait de discuter aussi, parce que à ne pas confondre avec la discrimination positive à l'américaine qui n'a rien à voir. Hein. On est bien sur un modèle anglais, nous, de discrimination positive. Chez nous, il n'y a jamais eu de discrimination par rapport à la race, on est sur des critères sociaux. Voilà. Donc voilà le collège qui se construit petit à petit avec en plus eh bien des établissements qui se retrouvent avec une particularité des 81 et qui sont zones d'éducation prioritaire. Et on arrive à la création du collège actuel. Parce que pour l'instant, on n'en est toujours pas au collège actuel. Le collège actuel, qu'on appelle un établissement public local d'enseignement, c'est sa dénomination. D'abord, il n'y a pas que les collèges qui sont établissements publics locaux d'enseignement. Ça concerne les lycées, qu'ils soient d'enseignement général, technologique ou professionnel. Ce sont tous des établissements publics locaux d'enseignement. Et ils doivent cette appellation aux lois de décentralisation. En fait, la première loi de décentralisation de 1983 transforme les établissements qui existaient, hein, les anciens établissements CES qu'on avait réussi à constituer, qui étaient des établissements publics nationaux, en établissements publics locaux d'enseignement, donc EPLE. Ils étaient gérés auparavant par le seul ministère de l'Éducation nationale. Ils dépendent aujourd'hui, depuis les lois de décentralisation, des collectivités territoriales. C'est-à-dire ils appartiennent, les locaux appartiennent, hein, donc les collèges, les locaux appartiennent au conseil général. Vous avez vu que récemment, il y a des transferts de compétences qui sont en cours, une réorganisation du territoire au niveau des collectivités. Mais le Sénat a récemment rejeté le fait que la compétence collège soit basculée à la région. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas si les futures collectivités, les futurs conseils départementaux, hein, dont on va élire les représentants au mois de mars, auront toujours, et eux-mêmes ne le savent pas, auront toujours la compétence des collèges, puisqu'il était question de transférer à la région, qui elle a déjà la compétence des lycées généraux, technologiques et professionnels. Donc on a ce régime de PLE, et c'est important, je le disais tout à l'heure en aparté, donc M. Maillet, j'ai rajouté cette partie parce qu'hier je me suis vraiment rendu compte en discutant avec la directrice que je recevais, que si vous ne savez pas comment fonctionne réellement un collège, on passe à côté, quoi. Et si la seule volonté, c'est de savoir qu'est-ce qui est attendu, en fait, nous, professeurs du premier degré, bon, alors, on doit préparer les élèves à aller au collège, hein, ça, on l'a compris, on l'a intégré. Alors, donc, en fait, il suffit qu'ils nous disent comment ils veulent qu'on leur prépare les élèves, et puis on va le faire, et puis voilà, ils réussiront. Ben non, mais c'est pas comme ça. D'accord, hein? Parce que déjà, si c'était comme ça, ça marcherait depuis 1977. Hein. Donc c'est pas tout à fait ça. Et puis avec le risque que, en fait, il y ait un donneur d'ordre, le collège, et puis un exécutant, le premier degré. Or c'est pas du tout comme ça qu'on peut faire en sorte de faire réussir nos élèves. Donc les EPLE qui ont été, suite à la loi de décentralisation, ont été créés par le fameux décret du 30 août 1985, qui maintenant, comme tous les décrets, est abrogé et qui appartient, donc qui est intégré, hein, et codifié dans le Code de l'éducation. Les EPLE, ils ont un statut d'établissement public à caractère administratif. C'est-à-dire que contrairement à une école, et ça change beaucoup de choses, et notamment pour l'organisation de la liaison école-collège. Les EPLE ont une personnalité
Donc juridiquement, ce sont des personnes morales. C'est-à-dire on peut signer des contrats, enfin signer des conventions. Il y a un conseil d'administration qui gère le PLE. Donc ils ont une autonomie, une relative autonomie administrative, une relative autonomie financière et pédagogique. Ça, c'est une des différences notables qu'il y a entre le secondaire et les autres niveaux de l'enseignement. Voilà. Et ce n'est pas uniquement du premier degré, c'est également les autres niveaux d'enseignement. C'est-à-dire que le secondaire est pris en étau entre l'université et le premier degré, et avec un pilotage fait par un chef d'établissement, cet OVNI, le PLE, avec un chef d'établissement qui est bizarre parce qu'il cumule énormément de responsabilités qu'on ne retrouve pas dans les autres niveaux. Je vous prends un exemple, vous le connaissez tous. Dans le premier degré, vous avez un directeur d'école. D'accord. Sauf que ce directeur d'école, il reste enseignant. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis personne de direction, je ne suis pas enseignant. Je ne l'ai même jamais été. Mais j'aurais pu l'être, puisqu'il y a des personnes de direction qui sont des anciens enseignants. Si je démissionnais demain de mes fonctions de personne de direction, je ne suis plus rien. Puisque le fait d'avoir passé un concours de personne de direction, j'ai en fait renoncé aux autres concours que j'avais eu avant. Donc un personnel de direction ne peut pas redevenir enseignant. Une fois qu'il est personnel de direction, il est personnel de direction. Il ne revient pas à son statut antécédent. Sauf la première année de stage, puisqu'il est stagiaire et au bout d'un an, il est titularisé. S'il veut renoncer, bien à ce moment-là. Donc on n'a pas de décharge partielle ou totale, comme certains. Le directeur de l'école n'est pas le supérieur hiérarchique direct de ses collègues, ce qui est le cas du chef d'établissement, puisque dans le premier degré, vous avez ce qu'on appelle un inspecteur éducation nationale de circonscription, premier degré, qui lui en fait office pour certaines choses de chef d'établissement. C'est mon équivalent au premier degré, c'est l'IEN de la circonscription. C'est lui, par exemple, qui, au même titre, négocie avec la tutelle, avec l'inspection académique, va négocier les moyens pour les écoles. C'est lui qui note, c'est lui qui accorde les autorisations d'absence. Toute cette gestion, cette partie GRH, c'est bien l'inspecteur et non pas le directeur d'école qui le fait. On a une répartition des fonctions de direction sur des tâches quotidiennes qui sont faites par le directeur d'école et sur des responsabilités plus administratives qui sont faites par l'IEN. Et tout ça dans un établissement qui n'existe pas juridiquement, parce qu'une école primaire, c'est le maire qui décide si on achète des chaises, c'est le maire qui donne le budget pour les sorties, voilà. Donc le conseil d'école, il y a quelqu'un de la mairie qui est présent et qui même va influencer énormément. Il faut à tout prix avoir des relations quand même très... Je dirais, il vaut mieux avoir de bonnes relations entre justement les fonctionnaires d'État que sont, je rappelle, que les PE comme les autres sont des fonctionnaires d'État. Ça, il ne faut pas l'oublier, ne l'oubliez jamais. Vous êtes des fonctionnaires d'État. Donc vous représentez l'État où vous êtes et non pas la mairie, le maire, la collectivité. Voilà. On n'a pas du tout ce problème dans le second degré, puisque le second degré, il y a une autonomie totale et même s'il y a des personnes de l'extérieur qui siègent dans nos CA, en tout cas, ce ne sont pas eux qui président et qui décident de ce qui va se passer. En tout cas, ce n'est pas organisé de la même façon. Je disais qu'il y a le premier degré, mais il y a aussi l'enseignement supérieur. Le président d'université, c'est un professeur élu par le CA, qui a un mandat qui est renouvelable une fois, qui bénéficie d'une décharge, bien sûr, mais qui souvent continue aussi à avoir des activités de chercheurs. Dans le second degré, collège et lycée, voilà, on n'est pas du tout dans la même organisation, donc c'est pas du tout la même culture. On est dans un... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, personnel de direction, c'est le statut. Chef d'établissement, c'est la fonction, le chef d'établissement de cet établissement qui est le PLE. Et ce chef d'établissement, on l'appelle, et on l'a gardé, il est principal dans des collèges, il est proviseur dans des lycées, il est appelé aussi régulièrement directeur, moi souvent, monsieur le directeur, voilà. Mais c'est normal, c'est les anciens, vous savez, je suis dans un ancien
établissements qui avaient des directeurs. À l'époque, ce n'était pas des proviseurs. Les proviseurs étaient dans les beaux lycées de centre-ville. Donc, on garde cette culture. Donc, on a une particularité et le fait de cette organisation a une influence réelle sur la façon dont fonctionne l'établissement. Et justement, la différence qu'il y a avec le premier degré et même le reste des établissements publics. Je fais une petite parenthèse quand même sur le chef d'établissement, parce que c'est important que vous sachiez quelles sont ses prérogatives. Il a trois rôles, enfin il a trois, on va dire trois grands rôles, hein, trois casquettes, on dit souvent. Hein. Il est représentant de l'État. Ça c'est clair, il est représentant de l'État dans son établissement. Donc il représente, au même titre qu'un chef de service d'un service déconcentré de l'État, hein, parce qu'on a d'autres services déconcentrés de l'État, il représente l'État. Et donc, il a des tâches où il est vraiment, c'est une tâche vraiment au collège, et on en a malheureusement de plus en plus, hein, où on nous demande de faire des choses qui, il y a quelques années, étaient faites par le rectorat, par exemple, hein, des tâches administratives, de gestion des personnels qui étaient faites par le rectorat, où nous, on peut se retrouver à devoir les faire. Donc c'est vraiment du service déconcentré, il y a vraiment une mission de service déconcentré. À ce titre-là, on a tous nos personnels qui nous sont imposés, hein, puisqu'ils sont tous fonctionnaires aussi qui arrivent, voilà, avec une petite exception, enfin deux exceptions. La première, c'est les contrats, tout ce qui est les assistants d'éducation que nous recrutons, tous les contrats aidés aussi que nous recrutons, dont nous sommes l'employeur, et donc on peut choisir. Et puis, une petite parenthèse qu'il y a eu, en tout cas dans notre académie qui a duré 2 ans, c'est dans les établissements éclairs, on a eu la possibilité à un moment donné de faire des entretiens pour pouvoir classer, hein, exactement, c'était classer les différents CV qu'on recevait, des enseignants titulaires qui voulaient postuler en éducation prioritaire. On recevait donc les CV, on les classait en ordre de celui qu'on préférait, qui nous paraissait après entretien, CV, le plus proche de la politique éducative de l'établissement. Et puis le recteur décidait, parce que c'est quand même le recteur qui recrute, hein, les fonctionnaires d'État, de nous affecter tel ou tel professeur. Voilà. Bon. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, personnellement, je regrette. Tous ceux qui l'ont pratiqué, en tout cas dans l'académie, le regrettent. Parce que, en tout cas, tous ceux qui sont arrivés, ça a donné un vrai élan dynamique et renouveau dans les équipes. Et c'était gagnant-gagnant, quoi. Hein. Le contrat était très clair. Plutôt que d'arriver en éducation prioritaire par le jeu des mutations et d'arriver sur un poste où personne ne veut, au moins qu'il y ait quelqu'un qui soit volontaire au départ, moi ça ne me choquait pas. Ça a choqué énormément de personnes. La preuve, ça a été supprimé. Et quand c'est supprimé, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière, notamment de certains syndicats qui ne veulent surtout pas qu'un jour le chef d'établissement recrute ses personnels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui, hein, que le chef d'établissement puisse recruter son personnel. Car, comme vous le savez, si vous en fréquentez, nous sommes tous de méchants managers néolibérales qui n'avons qu'un seul objectif, c'est de maltraiter notre personnel. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait quand même démangé qu'on nous enlève cette possibilité. Donc, on a ce triple rôle, ce rôle donc de représentant de l'État, donc qui est important. Hein, ces temps-ci, je peux vous dire qu'avec les événements qu'il y a eu, on nous l'a rappelé. Dans chaque établissement, l'État était présent, hein, que ce soit pour organiser la minute de silence, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident. On a bien sûr avec nous, pour nous aider, une équipe, ce qui n'est pas le cas, même s'il y a eu quelques aides, quelques postes dans le premier degré. Suivant la taille de l'établissement, alors c'est pas mon cas, moi dans mon collège j'ai 235 élèves et un petit internat de 22 élèves et j'ai pas d'adjoint. Chef d'établissement, par contre, j'ai une gestionnaire qui est mon adjointe, hein, parce que l'équipe de direction en fait est composée d'un chef d'établissement adjoint ou plusieurs, suivant les établissements, et d'un adjoint gestionnaire pour la partie tout ce qui est financière. Et puis on retrouve également dans les établissements du personnel administratif, secrétaire, voilà, du personnel TOS, donc qui a longtemps été personnel d'État, qui sont les techniciens ouvriers,
qui sont tous les personnels qui font l'entretien de l'établissement, qui eux maintenant sont rattachés à la collectivité territoriale et donc qui sont agents de la collectivité territoriale, mais qui sont sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement. Bien sûr, on a les personnels donc aussi médico-sociaux qui sont répartis sur différents établissements. Moi, j'ai une infirmière qui est là 3 jours par semaine cette année, voilà, et qui fait 2 autres jours dans un autre établissement scolaire. Et puis une assistante sociale qui vient à la demande, qui est sur un autre établissement et qui, si on a besoin, peut venir. Comme la conseillère d'orientation, par exemple, psychologue, qui est rattachée au CIO et qui vient un vendredi sur 2 voilà, pour suivre un peu les élèves et prendre des rendez-vous. Nous avons bien sûr la grande partie des personnels titulaires qui sont les enseignants que nous gérons administrativement dans la notation. Et puis 1 ou 2 CPE, moi j'ai un ou plusieurs CPE, moi j'ai un conseiller principal d'éducation et des assistants d'éducation qui constituent la vie scolaire qu'on a sous contrat de 6 ans. Ça, c'est la deuxième fonction qui est la partie, la direction de... Enfin, la première fonction qui est, dans le cadre de leur représentant de l'État, toute cette gestion de ressources humaines. La deuxième fonction qui est, c'est président de droit et non élu du CA. Il n'y a pas le choix. On arrive, on est président de son conseil d'administration. C'est pareil, c'est une spécificité. Le lycée agricole, il y a un lycée agricole à Rochefort-Montagne, pour ceux qui connaissent, il y a le collège qui est à gauche et donc vous avez le lycée agricole qui est en face. Le lycée agricole, le proviseur du lycée agricole n'est pas président de son conseil d'administration. C'est quelqu'un de la collectivité territoriale région qui descend quand il y a un conseil d'administration et qui préside son conseil d'administration. Il est invité à son conseil d'administration, le proviseur. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le droit de vote. Pour la petite anecdote, il y a des représentants dans les conseils d'administration des lycées agricoles. Et il y a un représentant de l'État qui doit venir représenter l'État, éducation nationale. Enfin, il y a différents représentants de l'État, mais il y en a un pour l'éducation nationale. Alors c'est la DAZEN, donc la directrice académique des services d'éducation nationale, ex-inspecteur d'académie, qui délègue ça au représentant de l'État le plus proche de l'établissement, qui est, à votre avis, où? En face au collège. Donc je siège en tant que représentant de l'État éducation nationale au conseil d'administration du lycée agricole, où j'ai le droit de vote, alors que le proviseur de son lycée agricole n'a pas le droit de vote. Alors je l'ai invité, puisque j'ai la possibilité de nommer 2 personnes qualifiées dans mon conseil d'administration, qui sont renouvelées tous les 3 ans, que je propose à la DAZEN. Et donc, je lui ai dit, au moins, viens dans mon établissement scolaire, tu auras au moins le droit de vote quelque part. Parce que par contre, là, lui, il a le droit de vote. Par contre, le président du conseil d'administration du collège, c'est bien le chef d'établissement. Mais ça, c'est une spécificité due à l'autonomie et à l'histoire de l'EPLE. Donc, outre ces présidents de droit du conseil d'administration, la troisième tâche, c'est la direction de l'établissement, où, en tant non plus président du CA, mais en tant que directeur de l'établissement, je dois faire exécuter toutes les décisions prises par le conseil d'administration. D'accord? Donc si vous comparez au lycée agricole, vous avez vu que le président de droit, en fin de compte, dans le lycée agricole, c'est un représentant de la région, puis le directeur qui exécute ce qu'a décidé le CA, c'est le proviseur du lycée. Bien là, dans ces 2 cas, dans les EPLE, collège et lycée, la casquette, c'est le même, c'est le chef d'établissement. Il est président et en plus, il est directeur et il fait exécuter. Il y a une petite possibilité en lycée professionnel, il y a un texte qui permet, de façon expérimentale, le chef d'établissement peut, de façon provisoire, déléguer, enfin, donner la présidence de son conseil d'administration à une personnalité autre. Alors, à ma connaissance, ce n'est pas expérimenté. J'avais cru à un moment que ça allait être expérimenté dans un lycée professionnel, mais je n'ai pas une nouvelle. Voilà. Donc on se retrouve donc en tant que directeur de l'établissement, bien sûr en étant supérieur hiérarchique direct, contrairement au directeur des écoles. La notation, la gestion des absences, la négociation avec les tutelles des moyens, l'élaboration du projet d'établissement, avec un organigramme qui est plat, c'est-à-dire les responsabilités sont cumulées par le chef d'établissement et il n'y a pas de corps intermédiaire. Parce qu'après, tous les personnels sont à peu près au même niveau.
Ce qui faisait dire à Claude Père, qui est ancien recteur et qui a écrit beaucoup sur l'organisation des systèmes éducatifs, comme également notre ancien recteur aussi Alain Bouvier, qu'on a un établissement du second degré qui a un management qui cumule une concentration de la responsabilité sur une personne, mais une diffusion du pouvoir, puisqu'il est tout seul. Donc du pouvoir, il y en a partout. Il y en a en salle des profs, il y en a répartis un peu partout. Il parle même, j'avais lu ça dans un dernier document, un livre que je vous conseille, qui est Vers des établissements scolaires apprenants, donc, qui a été écrit par Alain Bouvier. Donc les livres bleus, là, Canopée, hein, que vous pouvez récupérer. Donc avec la participation notamment de chefs d'établissement, où il précise que on pourrait dire que les établissements secondaires sont managés en fait par une bureaucratie qui organise le travail d'acteurs indépendants. C'est compliqué parce qu'une bureaucratie, c'est pas censé être là pour organiser le travail d'acteurs indépendants. Donc on est obligé d'avoir des stratégies qui sont d'avoir autour de nous une sorte d'équipe. Voilà. On a tous nos équipes, on a tous notre petit groupe de professeurs, alors les professeurs principaux pour certains, ou les professeurs qu'on voit le plus souvent parce qu'ils sont pas partagés. Et puis c'est qui jouent un rôle de vigie un petit peu, qui nous alerte régulièrement, et voilà, c'est du management qui est fait un peu comme ça. Voilà, beaucoup de choses se font de façon informelle, en salle des profs, on revient, grâce à ça, on prend une décision. Les aides à la décision, comme je dis, il n'y a pas de corps intermédiaire. Souvent, les aides à la décision se font par, voilà, une fois qu'on s'est baigné en salle des profs, qu'on a pris l'avis du CPE, voilà, ça nous aide à prendre les décisions. Et je conseille à tout le monde de le faire, parce que lorsqu'on ne le fait pas, c'est là où il y a des problèmes. Alors, si on revient sur, je vous ai brossé rapidement le rôle du chef d'établissement, mais on revient sur le pédagogique pur, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, c'est quel est le levier au niveau pédagogique, comment, dans ce domaine pédagogique, comment se situe le chef d'établissement et comment on peut travailler avec le premier degré. Alors, le chef d'établissement, une de ses missions, c'est d'assurer la continuité pédagogique. Encore une différence avec le premier degré, c'est que ce n'est pas le directeur de l'école, obligatoirement, bien qu'il est garant quand même du projet d'école, je pense, enfin je suppose qu'avec ses collègues, s'il y a un projet d'école, il doit quand même de temps en temps discuter avec ses collègues pour voir où est-ce qu'on en est. Mais le chef d'établissement, c'est très clair, c'est-à-dire que les IPR, hein, qui sont les inspecteurs pédagogiques régionaux, donc qui inspectent et qui notent pédagogiquement, parce que les enseignants du second degré ont une note administrative annuelle par le chef d'établissement, et une note pédagogique de temps en temps par les inspecteurs. De temps en temps, c'est entre 5 et 7 ans, hein, quand même. Donc, vous voyez bien qu'entre deux inspections, si quelqu'un doit être garant de la continuité pédagogique, ne serait-ce que par rapport à l'ancien rapport d'inspection, un enseignant qui a eu des conseils donnés par son inspecteur, qui va vérifier si le collègue qui a besoin de formation s'est bien inscrit en formation, à qui on a conseillé de modifier différentes choses l'a bien fait, c'est le chef d'établissement, hein, ça revient sur le chef d'établissement. En attendant la future inspection, qu'il provoquera peut-être ou pas, parce qu'on peut aussi provoquer des inspections. Mais ça, bon, c'est très rare. Ou parce qu'on estime que notre personnel il y a longtemps qu'il n'a pas été inspecté et qu'on se dit, bon, ça serait bien quand même, parce que c'est quand même motivant pour les personnes de voir leur inspecteur pédagogique, hein, même s'ils le voient dans d'autres circonstances, mais venir le voir in situ, dans son jus au quotidien, c'est important. Donc, la continuité pédagogique, c'est très important pour le chef d'établissement. Lorsqu'on a une inspection, de toute façon, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Encore une spécificité du secondaire, mais le dernier professeur qui a été inspecté dans mon établissement, j'étais dans la classe avec l'inspecteur assis au fond de la salle et j'ai été présent pendant toute l'inspection. Pour plusieurs raisons. La première, parce que ça m'intéresse moi de voir, et je profite de l'occasion qu'un inspecteur vient pour voir un petit peu entre ce que régulièrement le professeur me dit de ce qui se passe avec telle classe ou telle classe, le voir dans la réalité, voilà, il y a toujours un décalage entre le ressenti, l'information qui vous est donnée. Et la deuxième chose, c'est que les inspecteurs et on travaille beaucoup maintenant comme ça avec les inspecteurs, hein, du second degré, ils sont complètement conscients que bien sûr,
c'est pas une séance de 45 minutes, 5 ans après la dernière séance, qui va leur donner toutes les informations pour pouvoir rédiger un rapport qui sera un rapport intéressant pour l'enseignant, parce que le rapport d'inspection, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose sur lequel l'enseignant doit s'appuyer pour conforter sa pratique professionnelle, valider certaines choses, et puis approfondir certains points. Donc, pour que ce rapport il soit le plus intéressant pour lui, suite à l'inspection, il y a toujours un entretien avec le collègue et il y a un entretien avec le chef d'établissement. Ce qui nous permet à nous d'aborder tout ce qui est transversal, d'aborder tout ce qui est les autres projets qui sont faits. Cet enseignant, il est professeur de mathématiques ou il est professeur de français, mais à côté, il intervient énormément, il travaille énormément avec ses collègues sur des compétences transversales. Il a complètement intégré à son programme le fait que, je prends le collège Gordon Bennett, nous sommes labellisés centenaire 14-18 depuis 2 ans. Nous avons tout un projet qui a été déposé concernant cette labellisation, où, depuis 2 ans maintenant, nous allons en octobre à Verdun. Nous amenons les élèves de 3e à Verdun, tous les élèves. Bien sûr, il y a toute une équipe qui les encadre. Et tout le premier trimestre, que ce soit en histoire, que ce soit en langue, que ce soit en art plastique, que ce soit en éducation musicale ou en français, le thème, le fil rouge, c'est la Première Guerre mondiale. L'inspection qui a eu lieu en français, l'inspecteur, le professeur de lettres classiques, le texte sur lequel travaillaient les élèves était un texte qui concernait un poilu dans une tranchée. Voilà. Donc c'est complètement en lien avec ce que fait le professeur d'histoire à ce moment-là. Et ce qui est important dans les établissements scolaires, c'est d'être dans le bon tempo. Retenez bien ça, parce que c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionne un collège, il y a un tempo, il y a des moments où ça ne fonctionne pas comme un premier degré. On passe à côté et au moment où il y a la liaison entre le collège et l'école, si ce n'est pas au bon moment, toutes les informations qui sont susceptibles d'être prises ne vont pas être prises, parce que ça n'intéresse plus les personnels à ce moment-là, ils sont déjà passés à autre chose. Mais on en rediscutera tout à l'heure. Donc vous voyez bien que tout cet éclairage pour l'inspecteur, si le chef d'établissement... alors bien sûr, le professeur va lui dire, mais voilà, le chef d'établissement... D'abord, il y a des enseignants qui sont très... qui ont beaucoup d'humilité, qui font plein de choses et qui souvent ne le disent pas. Même la grande majorité. J'ai souvent été surpris que c'est comme les frites McCain, c'est pas ceux qu'on parle le plus qu'on mange le plus, quoi. Mais souvent, les enseignants sont vraiment font beaucoup de choses, surtout dans nos petits collèges ruraux. Ils savent qu'ils sont loin de tout, ils savent que de toute façon, pas grand monde viendra les voir, donc ils travaillent. Ils ont leur programme, ils travaillent avec leurs collègues et puis ils avancent. Voilà. Et ils ne se posent pas de questions, ils avancent. Et donc de temps en temps, il faut aussi savoir leur dire, comme moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de venir ici, je le dis, je le redis, je dis, mais pensez à envoyer des stagiaires loin de Clermont-Ferrand. Il y a des professeurs de très grande valeur dans nos petits collèges ruraux qui savent très bien et qui pourraient très bien encadrer des stagiaires et qui leur apporteraient énormément de choses. Il ne faut pas tout le temps aller ou en éducation prioritaire ou dans les centres-villes. Alors après, on sait que c'est pour d'autres raisons, c'est pas uniquement pour des raisons pédagogiques, mais... Et puis un établissement comme le mien avec un petit internat, c'est particulier. Moi j'ai un internat avec des places d'internat d'excellence. Donc j'ai 8 élèves qui sont issus d'éducation prioritaire et qui sont à Rochefort-en-Montagne. Donc il y a une mixité sociale qui est intéressante. Et la vie de l'internat et la vie d'un petit collège avec un internat, c'est-à-dire qu'il est ouvert du lundi au vendredi non-stop. Jour et nuit, c'est autre chose. Hier soir, avant de partir, il était 6h30, 7h, et je repasse à la vie scolaire voir si les internes, parce que mon CPE étant arrêté, j'ai dit je vais quand même passer voir ce qui se passe, si les AED n'ont pas besoin d'aide. Puis je rentre dans le bureau du CPE, il y avait mon prof de lettres classique, celui qui était justement inspecté, qui était au bureau du CPE. Je dis tiens, on a un nouveau CPE, il est 6h30 du soir. Il dit non, mais ce soir, j'avais convenu avec le CPE,
je reste un peu parce que je fais réviser demain les élèves de 3e en contrôle et je fais passer tous les internes de 3e pour voir si ils ont bien appris leur leçon. Voilà. Parce que papa et maman, quand on est à l'internat, c'est nous. Voilà. Donc, il n'y a pas que le chef d'établissement et le CPE, il y a aussi les enseignants qui savent que leur rôle, parce que écrire sur un bulletin scolaire pour un élève interne que les devoirs n'ont pas été faits à la maison ou qu'il faut travailler plus à la maison, bah non, ça n'a pas de sens. Le travail, il est fait le soir à l'internat. Donc, voilà. Mettre un mot sur le carnet de correspondance d'un interne le lundi, parce qu'il n'a pas fait son travail, les parents, ils verront le mot que le week-end, si l'élève amène son carnet de correspondance. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, le travail, c'est la liaison très importante entre les enseignants et la vie scolaire. Hein, parce que c'est la vie scolaire le soir qui récupère les élèves et qui les fait travailler. Donc, tout ça pour vous dire que les enseignants dans ces établissements voilà, font beaucoup plus souvent qu'on leur demande. Alors, attendez. Donc voilà. Donc, je vous parlais du tempo de l'établissement du collège. Alors, le collège aujourd'hui, un des organes, je dirais, principaux, une des instances qui permet de parler pédagogie, c'est le conseil pédagogique. Et le conseil pédagogique, c'est depuis 2005, hein, parce qu'il est installé depuis 2005, le conseil pédagogique, c'est à mon sens ce qui obligatoirement est l'équivalent du conseil école-collège. Pour moi, le conseil école-collège, plus simplement dit, ce n'est rien d'autre que le conseil pédagogique élargi au premier degré. Si on commence, alors malheureusement, notre institution adore multiplier les instances, les commissions, les conseils, les groupes de travail, enfin bon voilà. D'un autre côté, si ça n'avait pas d'existence réelle par un décret, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Parce que c'est peut-être parce que ça existe maintenant obligatoirement que je suis là aujourd'hui. Donc, l'air de rien, ça a un impact. Hein. Mais dans un établissement, il faut le savoir qu'on a le conseil pédagogique. Le conseil pédagogique qui, malheureusement, ne porte pas toujours ce nom dans beaucoup d'établissements, hein, parce que, une fois de plus, quand il est arrivé en 2005, eh bien, il y a eu des oppositions, et il y a encore des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas du conseil pédagogique, alors que c'est dans les textes, et que là, on est obligé de leur rappeler, comme je l'ai fait tout à l'heure avec vous, que ceux qui sont fonctionnaires d'État, bien à un moment donné, ils sont là aussi pour montrer l'exemple et appliquer les textes. C'est-à-dire on peut débattre de beaucoup de choses avant que les textes arrivent, mais une fois qu'ils sont là, on a le devoir de faire en sorte que ça fonctionne. D'abord, dans fonctionnaire, il y a fonctionne. Voilà. Un fonctionnaire, ça fonctionne, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, le conseil pédagogique, il est mis en place, là on est dans le tempo, qu'il faut bien que vous ayez en tête. Ça commence au mois d'octobre. Il y a les élections des parents d'élèves, les élections, vous êtes dans les écoles aussi, il y a les élections des représentants des parents d'élèves, les élections des élèves, les élections tous les ans. Et au mois d'octobre, donc, on met en place le premier conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration. Lors de la réunion de ce conseil d'administration, on prépare l'année scolaire suivante. Ça a démarré. C'est-à-dire, et on va créer déjà les instances qui vont gérer toute l'année l'établissement et ce fameux conseil pédagogique. Dès le mois d'octobre, première liaison avec l'école primaire. La remontée des effectifs, des futurs effectifs de 6e. Comment ça se passe? On fait le tour, c'est-à-dire que on a une remontée qui peut être faite éducation nationale, c'est-à-dire que directement avec l'IEN de la circonscription, qui nous dit, ben voilà, moi mes CM2 cette année, qui sont tes futurs 6e, voilà, dans des écoles de secteur, ça correspond à tant d'élèves. On a les communes aussi. C'est là qu'il faut aussi connaître comment fonctionne le système. Moi, je sais que la communauté de communes
donc de Rochefort-Montagne. Ils ont un tableau Excel où ils mettent depuis des années les élèves voilà, de l'école maternelle jusqu'au CM2. Bon, bah, il est convenu que à telle date, la communauté de communes, ma secrétaire donne un petit coup de fil et la secrétaire de la communauté de communes, là on est hors éducation nationale, hein, envoie les effectifs au collège. Et donc j'ai une image voilà, de mes futurs élèves de 6e. Suite à ça, je donne quand même quelques coups de téléphone aussi. Des fois, il m'arrive de venir à certains directeurs pour savoir si... parce que il y a les rassemblements, c'est compliqué aussi, hein, le premier degré. Hein, alors une année, moi chez moi, une année, les CM2 ils sont à Henrières, l'année d'après, ils sont à Vernines. Voilà. Hein, c'est pas les mêmes regroupements. Hein, c'est pas les mêmes cycles qui sont regroupés dans 2 écoles différentes. Donc il faut savoir où sont les élèves. Une fois que j'ai ces effectifs, il va y avoir un va-et-vient, une fiche navette entre l'inspection académique, le rectorat, maintenant, parce que c'est sur un logiciel du rectorat, et l'établissement scolaire. On est au novembre, hein, toujours octobre-novembre, on se projette sur la rentrée scolaire. Mon objectif, c'est de savoir mes effectifs. Parce que c'est mes effectifs qui, contrairement au premier degré, vont me donner mes moyens. Vous, ce n'est pas les effectifs dans le premier degré qui comptent, c'est le nombre de classes. Alors bien sûr, après, l'effectif dans les classes, ça compte. Mais une fois que vous avez la structure, c'est-à-dire le nombre de classes, ben vous savez que pour chaque classe, il faut un enseignant, et puis voilà. Les moyens, ils s'arrêtent là. Nous, ce n'est pas du tout comme ça. Parce que je vous l'ai dit, il y a un conseil d'administration qui va devoir voter des choses et organiser l'établissement. Et donc, ce qui compte, c'est les effectifs globaux de l'établissement, les effectifs par division, par niveau, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, 3e. Et c'est seulement ces effectifs qui font que, non seulement, bien sûr, on va ouvrir une classe ou fermer une classe. L'année prochaine, il est prévu au collège Gordon Bennett d'ouvrir une 3e classe de 6e. Pour l'instant, j'ai 2 6e, 2 5e, 2 4e, 2 3e. Sauf que j'attends 78 élèves en 6e. Alors, les classes, c'est à 30, donc 78, 3 classes. D'accord? Donc le fait d'avoir 3 divisions, ça c'est un va-et-vient qui est avec l'inspection académique, va faire en sorte que toute cette discussion, au mois de février, et là on est en plein dedans, enfin janvier-février, et donc c'est tout récent, puisque hier, j'ai reçu ma dotation, ce qu'on appelle la dotation horaire globale, la DHG ou la DGH, vous trouvez aussi. Cette dotation, c'est un nombre d'heures, c'est tant d'heures. Moi, j'ai 266 heures, voilà. On ne me dit pas combien j'ai de profs, tout ça, on me dit vous avez 266 heures. Et vous avez, l'année prochaine, 3 classes de 6e, 2 classes de 5e, 2 classes de 4e, 2 classes de 3e. Vous savez, puisque vous connaissez les textes, qu'en 6e, eh ben, il faut 4h30 de maths, 5 heures de français, 1 heure d'éducation musicale, 1 heure d'art plastique, voilà, et ainsi de suite, 3 heures d'histoire. Eh ben, on fait notre petit tableau, et puis on mange notre enveloppe, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on est en train de mettre des heures, et on voit ce qui nous reste. Et ce qui nous reste, c'est ce qu'on appelle la marge d'autonomie. Donc, il peut rester 12 heures, 5 heures, 6 heures, ça dépend de la structure. On essaie de maintenir une marge d'autonomie. Et cette marge d'autonomie, c'est ce qui se discute, c'est ce qui va se discuter, quand j'aurai fini de faire ce travail de répartition des heures, c'est ce qui va se discuter mardi prochain en conseil pédagogique. Premier conseil pédagogique qui va discuter de la rentrée prochaine. Ce conseil pédagogique, et c'est là que je vous dis qu'il faudrait pour moi que ça soit élargi au premier degré, mardi prochain, le conseil pédagogique qui est composé d'un professeur principal de chaque niveau, plus d'un professeur de chaque discipline. En gros, pour un petit collège comme le mien, tous les professeurs, c'est vite fait. Hein. S'ils ne sont pas professeurs principaux, ils sont professeurs du langue, et souvent ils font les deux, donc voilà. Donc, ils sont toujours professeurs d'une discipline. Quand il est tout seul, il cumule. Hein, donc ils vont décider de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis toutes les heures statutaires, c'est-à-dire pour chaque classe, qu'on a mis les heures de maths qu'il fallait, les heures de français qu'il fallait, les heures, voilà. Qu'est-ce qu'on fait des heures qui nous restent?
Est-ce qu'on fait du dédoublement de classe? Est-ce qu'on fait des groupes de compétences? Est-ce qu'on fait de la remédiation? Est-ce qu'on met le paquet en français? Donc, est-ce qu'on met le paquet en français en 6e? C'est demain que ça se joue, ça. Or, par expérience, à cette période, jamais on a de relation avec le premier degré. Et pourtant, les futurs 6e, ils sont chez vous, là. Donc, si on voulait vraiment avoir un travail, je dirais, consciencieux, même si on voulait être sûr qu'on va mettre les bons moyens au bon moment, il faudrait au minimum que ce conseil pédagogique qui parle de moyens, qui va entraîner des choix pour l'année prochaine, on puisse au moins ne pas se tromper, puisque suite au conseil pédagogique, cette répartition des moyens va être votée au conseil d'administration, va remonter au rectorat, et va avoir des impacts, là par contre, sur la création ou pas de postes supplémentaires. En tout cas, il va avoir des impacts sur ce qu'on appelle le service des enseignants. Je vais prendre un exemple tout simple. Une fois que j'ai réparti mes heures, en 6e, 5e, 4e, 3e, il se trouve que j'ai actuellement, puisqu'on parle avec l'actuel, j'ai 2 professeurs de mathématiques qui sont chez moi à plein temps. Plein temps, je vous rappelle, c'est 18 heures pour un enseignant. Donc, 36 heures. J'ai en apport, en moyen, moi, dans mon établissement, 36 heures de mathématiques. J'ai tout de suite, je peux mobiliser 36 heures de mathématiques. Il se trouve que quand je fais ma répartition, j'ai besoin que de 35 heures,50. Enfin, 35h30 en fait, en comptant en 0,5, mais c'est des demi-heures. Alors, qu'est-ce que je fais? Cet enseignant, il faut qu'il fasse ses 18 heures. Donc il va aller faire une demi-heure ailleurs. En termes de GRH, c'est pas terrible. Puis il n'y a personne qui lui donnera un emploi du temps ailleurs pour une demi-heure. Donc je n'ai pas d'autre choix que de prendre dans mon enveloppe soi-disant d'autonomie. Je vous dis, la limite de l'autonomie, elle est là. Et je vais lui rajouter à lui, un des 2 professeurs de mathématiques fera obligatoirement une demi-heure dans son emploi du temps de remédiation ou de je ne sais pas quoi. Il va falloir qu'on voit ensemble ce qu'on va faire. Et sur quel niveau? Donc c'est là que ça se joue. Et là, je n'ai pas le choix, c'est ce professeur. Mais si j'avais eu la même chose avec le professeur de PS ou de techno, c'est à lui qu'il aurait fallu que je lui donne cette heure-là. Or, j'ai peut-être pas besoin d'un professeur de technologie j'ai peut-être plus besoin en français. Donc, mes choix, à un moment donné, en tout cas, dans un premier temps, ils vont être de réguler toutes ces petites choses et de faire en sorte que les besoins que j'ai et les apports que j'ai soient cohérents. Si j'ai un professeur, si j'ai besoin de 23 heures d'espagnol, bon, j'ai un professeur sur place, 18 heures, il faut que j'arrive à le convaincre qu'il fasse au moins 2 heures sup pour qu'il fasse 20 heures. La 19e, je peux lui imposer, la 20e, je ne peux pas lui imposer. Et puis je demanderai un complément de 3 heures d'un autre prof d'espagnol qui viendra. D'accord? Parce que ça, c'est possible, parce qu'en espagnol, une classe fait 3 heures de langue. Donc c'est possible de faire venir quelqu'un pour une classe. Par contre, si j'avais que 2 heures, je ne peux pas faire venir un professeur qui va faire 2 heures. Il ne peut pas prendre la classe qu'à mi-temps. Donc cette organisation fait que, même une fois qu'on a placé toutes les heures, les petites heures d'autonomie, on est obligé quand même de réguler. Et il va nous rester quelques heures. Alors j'ai fait une petite projection. Sur soi-disant 12 heures que j'avais, il ne m'en reste plus que 4h30. Parce que tout le reste a servi à... Hein, j'ai une salle de sciences, il n'y a que 24 places assises. J'ai des classes de 30. Je fais comment? Eh bien, je double. Je fais des groupes. Et je consomme le double de moyens. Parce que les élèves, ils ont toujours 1 heure, mais le prof, lui, il fait 2 fois. Une fois avec un groupe, une fois avec un autre groupe. Mais n'empêche que j'ai quand même un petit peu d'autonomie. Et cette autonomie, si je veux discuter et savoir ce que je veux en faire, c'est maintenant. Et ce qui me manque aujourd'hui dans notre système, c'est que maintenant, je n'ai pas le premier degré, parce qu'on ne l'a pas encore mis en place. Mais on va le faire, puisque si petit à petit on voit les choses. C'est maintenant que le premier degré doit échanger avec les enseignants, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de savoir si, excusez-moi du terme, mais la QV 2015 des futurs 6e, c'est une QV qui va avoir besoin peut-être de beaucoup de remédiation. Ou non, au contraire. Il y a 2 ans, on a eu des élèves de 6e et on a basculé les moyens, on les a mis sur les
élèves de 5e. Mais c'est vrai que si, dès le départ, on a plus d'informations, ça permet d'anticiper. Et aujourd'hui, alors qu'on est en pleine réflexion là-dessus, et que les enseignants sont attentifs à ça, parce qu'aujourd'hui, on joue les moyens pour l'année prochaine, on joue aussi leur emploi du temps, parce que derrière, répartition de services, emploi du temps. Hein. Là, ils sont réceptifs, là, ils sont prêts à accueillir. Donc, une fois qu'on a fait cette répartition de services, pendant l'été, on élabore les emplois du temps, et puis en septembre, ils découvrent leur emploi du temps. Et on a une autre étape qui est la liaison qu'on fait depuis 1977, puisqu'elle a été rappelée celle-là, qui est la liaison de fin d'année. Alors ça s'appelle commission d'harmonisation, où on voit les directeurs dans certaines écoles qui arrivent avec les dossiers des élèves sous le bras et qui viennent voir le collège ou prendre rendez-vous avec les futurs professeurs principaux de 6e, qui apportent les dossiers et qui vont regarder ensemble, les directeurs des écoles et les enseignants du cycle 3 pensent des fois, alors on le fait maintenant, je suis un peu caricatural, mais on commence seulement à le faire, qu'ils vont arriver, ils arrivent avec les livrets de compétences. Et puis voilà, on va expliquer les livrets de compétences, où en est l'élève, comme ça il va y avoir cette continuité qui va exister au collège. Sauf que ça se passe au mois de juin. Et au mois de juin, on est déjà plus sur le même tempo. Au mois de juin, ce qui compte pour l'établissement scolaire, le collège, c'est pas d'avoir des stratégies pédagogiques. Ça, c'était au mois de février. Au mois de juin, on est dans l'élaboration des classes. Ce qui compte, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre les élèves, dans quelle classe, de faire des classes hétérogènes et qu'on ait des divisions homogènes. C'est-à-dire qu'en gros, si on a 3 classes de 6e, qu'elles soient équilibrées. Donc, ce qui est intéressant pour les classes, souvent, parce que c'est le premier réflexe que tout le monde a, que ce soit tous les enseignants, moi j'ai pu discuter avec des différents formateurs ici, tous les enseignants, on en a discuté avec Marc Daguzon la semaine dernière, tous les enseignants qui soient du premier degré ou du second degré, leur première préoccupation, c'est de gérer la classe. C'est qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, et c'est normal, parce qu'on va être débordé dans une classe. Voilà. Donc la préoccupation dans la constitution des classes, c'est surtout de faire attention à avoir des classes où on ne va pas regrouper tous les perturbateurs, soi-disant, en tout cas tels qu'ils sont étiquetés. Voilà. Donc en fait, la recherche d'informations, souvent, moi j'ai assisté à des dialogues, j'étais observateur et je dis, mais ils ne parlent pas de la même chose, quoi. Le professeur du premier degré arrive, je vous confie l'enfant que j'ai suivi toute l'année, voire quand c'est sur pendant des années, quoi. Voilà, j'amène tous dans ce document-là, j'amène ses compétences, j'espère que vous allez prendre soin de lui, tout ça. Alors qu'en face, on a l'urgence qui est, non, mais là, on fait les classes, là. Alors, les transports, vers Nîmes, ça sera là, il ne faut pas qu'on sépare les... Voilà. On n'est pas du tout dans le même tempo dans cette liaison. C'est-à-dire que là, il faut créer aussi, à ce moment-là, autre chose, quoi. Et c'est aussi pour ça que le collège, la liaison école-collège est intéressante. Moi, ce que je vous dis là, c'est du vécu. Hein. C'est pas, il y a les textes, il y a tout ce qu'on dit, il y a tout ce qu'on écrit, puis après, il y a la réalité. Et la réalité du fonctionnement de l'établissement. Il ne faut pas oublier qu'au mois de juin, les enseignants, ils sont dans la constitution des classes, ils sont dans le brevet des collèges, enfin, ils ont plein d'autres préoccupations urgentes, c'est-à-dire on est plus dans l'orientation des élèves. C'est-à-dire, le souci au mois de juin, c'est que le souci pour le travail du collège au mois de juin, c'est pas obligatoirement de s'occuper des élèves qui arrivent, mais c'est surtout de s'occuper que ceux qui partent dans les meilleures conditions. Et avec le brevet, et avec le livret de compétences, et avec une bonne orientation. Ça, c'est le tempo du mois de juin au collège. Donc, il faut s'obliger, et je parle pour moi aussi, hein, parce que ça va tellement vite, il faut qu'on arrive à s'obliger, et la loi maintenant nous l'impose avec la liaison et ces fameux conseils école-collège, il faut s'obliger à faire un conseil école-collège à ce moment-là pour sortir de ce côté pragmatique urgent, constitution des classes, et pour se reposer une véritable question sur la continuité pédagogique des enseignements, et notamment, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces livrets que j'ai vus moi, j'ai fait 9, c'est mon 10e établissement depuis que je suis rentré dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que j'ai vu comme carton rempli de livrets de compétences et de livrets scolaires d'élèves de premier degré qui n'ont jamais été ouverts. J'en ai vu beaucoup. Et on les ouvre de temps en temps quand, au mois d'octobre, on fait un bilan de mi-trimestre et on se rend compte qu'il y a des élèves qui sont vraiment en difficulté.
Ça, c'est une réalité. Hein. On pourra vous pourrez voir écrit beaucoup d'autres choses. Ça, c'est une réalité. Et c'est là-dessus, justement, qu'on travaille énormément et qu'on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas. Le premier travail a été fait énormément dans les comités exécutifs de réseau de l'éducation prioritaire. Voilà. Mais toujours pareil, parce que dans l'éducation prioritaire, on est tellement, je dirais, face à d'innombrables difficultés qu'à un moment donné, il faut bien essayer de trouver une solution. Hein. C'est le poids, c'est la masse qui fait qu'on essaie de trouver une solution et que donc on sait que plusieurs cerveaux, c'est mieux qu'un. Donc l'objectif, c'est bien d'éviter qu'on se pose ces questions de problèmes avec les élèves qui sont issus du premier degré, qu'on se les pose seulement à la rentrée ou à la Toussaint. Il faut qu'on se pose avant. Alors, donc vous voyez bien que l'enjeu du collège, c'est comment le collège peut prendre en charge cette population hétérogène, sans freiner les uns. Hein, c'est le danger qu'on a eu souvent lorsqu'on a dit, lorsqu'on dénonce le socle commun de compétences. Souvent, j'ai entendu, ah oui, mais ça, c'est un SMIC en fait que vous voulez instaurer. Voilà, c'est baisser le niveau, c'est être moins exigeant avec les élèves. Donc, c'est pas du tout ça. Hein. Le collège, il a vocation à prendre tous les élèves tels qu'ils sont, et il ne faut pas freiner les uns qui ont besoin, hein, parce que le bon élève, il a besoin d'être alimenté quotidiennement. Mais il ne faut pas abandonner les autres. Et c'est vrai que c'est plus simple, en fait, d'abandonner que de freiner. Alors, un des fils rouges, hein, je l'ai dit plusieurs fois ici, pour ce conseil école-collège, bah, c'est le socle commun, c'est la mise en place du socle commun des compétences. Hein. Le futur qu'on attend, c'est celui-là. Et c'est pas, il s'inscrit dans la continuité des apprentissages. Voilà. Ça ne peut pas être uniquement, je vous dis, le minimum, hein, comme on l'a entendu dire, le minimum à acquérir pour chaque élève. D'abord, quand j'entends le minimum à acquérir pour chaque élève, je me demande si les personnes qui disent ça ont vraiment lu l'intégralité des compétences qui sont demandées aux élèves. Parce que je peux vous dire que pour certains élèves, c'est pas un minimum. Hein, c'est un vrai. Déjà atteindre ça, c'est un vrai combat. Hein. Donc, on minimise pas. Enfin, si tous les élèves, je dirais, sont en mesure d'acquérir l'intégralité des compétences, même du socle commun actuel, réel, on n'en serait pas dans l'état où on en est. Hein. Donc, c'est loin d'être un SMIC. Par contre, ça ne peut pas être un seul élément de réponse. C'est sûr que il faut que d'abord qu'on échange, qu'on discute. Je vois, et alors là je réagis aussi en tant que parent d'élève. Moi, mes enfants qui sont maintenant au collège et qui étaient à l'école primaire, livrés de compétences, de la maternelle jusqu'au CM2, j'en ai vu tout le temps. Tout le temps. Bon, depuis qu'ils sont au collège, ils n'en ont plus. Mais bon. J'ai découvert, alors je connaissais, mais j'ai découvert les bulletins. Voilà. Mais ce qui, moi, personnellement, un jour m'a quand même égratigné les oreilles, c'est d'entendre dire que il y a eu des études, il y avait eu des rapports en 2007, notamment en Suisse, c'est en Suisse et puis en Allemagne, hein, sur certains lands allemands, là, où on est revenu, on avait supprimé les notes et on est revenu parce que sous la pression de la population, des parents qui voulaient à tout prix la note. Voilà. D'accord. Donc on a tout ça dans notre inconscient. Donc en France, c'est pareil. Sauf que moi, j'ai assisté à des réunions en tant que parent d'élèves où en face de moi, on m'expliquait, enseignant, que si on mettait des notes au collège, c'est parce que l'administration l'imposait. Parce qu'ils étaient tout à fait d'accord pour arrêter les notes. Par contre, en tant que chef d'établissement face à des enseignants, j'ai entendu des enseignants me dire « mais on ne peut pas arrêter les notes, parce que les parents d'élèves, ils ne vont pas du tout être contents. » Donc à un moment donné, il faudrait qu'on se mette d'accord. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la communication, on se parle. Hein. Puis il y a des parents d'élèves qui sont aussi de temps en temps chefs d'établissement et qui savent se mettre au fond d'une salle, discrètement, pour écouter ce qu'on dit aux autres parents d'élèves. Donc à un moment donné,
j'ai un enseignant, toujours mon enseignant, décidément cet enseignant, qu'est-ce qu'il est bon cet enseignant, qui lui, au premier trimestre, a décidé, à côté des bulletins, de donner des documents qui validaient les compétences et d'expliquer aux classes de 6e, puisque cette année il a pris des classes de 6e, aux parents d'élèves, voilà. Et il a fait une sorte de petit sondage, un petit document qu'il a fait remplir aux parents, en leur demandant si ça les dérangeait que leurs élèves n'aient pas de notes. Et il est revenu en me disant, mais vous savez, je comprends pas parce que les parents ils sont pas du tout contre le fait qu'on arrête les notes, hein. En tout cas dans notre établissement. Si on leur explique, au contraire, ils ont cette culture de livret de compétences et de compétences depuis le début. Après, c'est pas un problème de note, parce que c'est pas un problème de note. C'est pas le problème de la note, parce que la note, si vous la remplacez, si vous l'enlevez et que vous la remplacez par d'autres systèmes de notation avec des couleurs, avec des pastilles, ça revient au même. C'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment on présente aux élèves le sens qu'a une note. Hier soir, et pourtant ce professeur qui est à côté, hier soir, ce professeur qui est en train de faire réviser mes internes, j'arrive à l'internat, et puis j'entends une surveillante, j'étais en train de discuter avec le professeur, je sors du bureau du CPE, et puis je passe à côté en permanence, et j'entends une surveillante qui discutait avec une élève interne, qui n'était pas contente, qui râlait, et tout ça. Et je dis, Clémence, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle me dit, oh mais je suis pas content, c'est pas normal, vous voyez tout le temps que j'ai passé à travailler. Ah bon, oui. Et j'ai eu que 17. J'ai dit 17 sur 40. Elle dit, non, 17 sur 20. Je dis 17 sur 20, d'accord. Et t'es pas contente? D'accord. Et je lui dis, et alors pourquoi t'es pas contente? Bah, parce que j'aurais mérité 20. D'accord. Et ça te met dans cet état-là. Mais est-ce que, comme tu penses que tu méritais 20, est-ce que toi tu penses que le travail que tu as fait, voilà, tu le sais. C'est-à-dire que tu as bien appris, tu sais tout ce que tu avais à apprendre, ta leçon. Après, il y a juste qu'au moment de restituer, oui, mais je me bloque, c'était à l'oral, je me suis bloqué. Je dis, bon, voilà, maintenant il faut que tu travailles non pas sur la connaissance que tu as, parce que tu dis que tu la domines, mais sur le fait que tu te bloques. Pourquoi tu te bloques? Mais je dis, ce qui compte, c'est que tu connaisses ton texte, c'est que tu connaisses ce que tu devais restituer. C'est pas la note. Mais j'ai eu du mal à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle se mette dans cet état-là à cause de la note. Vous voyez bien, c'est ce que véhicule la note qui est important. Parce que je lui ai dit, moi, je ne me souviens pas, parce qu'il y a 2 jours, je récitais le Corbeau et le Renard avec mon fils qui est en CE1, et je dis, je ne me souviens pas la note que j'ai eue, moi, en CP, en CE1. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je connais encore la fable Le Corbeau et le Renard. Et c'est quand même ce qui est le plus important. Donc tu verras qu'un jour, la note, tu l'oublieras. Par contre, ce qui compte, c'est que tu aies bien imprimé les savoirs qu'on t'a demandé. Et c'est ça là-dessus, c'est là où, entre guillemets, je trouve qu'on est mauvais, parce que cet enfant qui, à mon avis, savait très bien tout ce qu'on lui demandait, qui, ému à l'oral, a peut-être paniqué un peu, et donc du coup pense ne pas avoir eu la prestation excellente, et bien voilà quoi. On arrive à décourager des fois des enfants qui disent la prochaine fois je ne travaillerai pas autant, parce que voilà, c'était ça, son discours c'était ça. Mais la prochaine fois, je vais travailler 5 heures pour 17, ça vaut pas le coup. Voilà. Parce qu'à la fin, le seul sens qui est donné, c'est j'ai travaillé pour avoir une note. Mais non, tu ne travailles pas pour avoir une note, tu travailles pour acquérir des connaissances. Voilà. Hein, et développer des compétences. C'est pour ça que tu travailles. Et c'est tout ce travail qu'il y a à faire avec les élèves. Bon, c'était un petit aparté, mais pour vous dire la problématique qu'on a dans le secondaire. Mais problématique qui est due aussi au fait que notre système, au mois de juin, je vous disais tout à l'heure, le collège a une difficulté qui est de faire vivre 2 modes d'évaluation, notamment en 3e. Et il n'a pas le choix. Il faut qu'à la fin de la 3e, le livret personnel de compétences, palier 3, parce que le premier degré c'est palier 2, le livret personnel de compétences, il faut qu'il soit validé pour pouvoir obtenir le brevet des collèges, donc le diplôme national de brevet. Donc on demande aux enseignants de faire des évaluations qui permettent, et de préparer toutes les progressions, de faire des évaluations qui permettent de valider les compétences. Mais, attention, le type de DNB, ça a changé un peu ces derniers temps, mais jusqu'à présent, les épreuves du DNB n'étaient pas du tout rédigées en tenant compte des compétences, mais étaient rédigées comme avant en tenant compte d'une accumulation de connaissances, voilà, qu'il fallait
évalué de façon sommative. Donc on se retrouve avec voilà, ce travail que doivent faire les enseignants, donc ce sentiment de devoir faire deux choses différentes, plus le fait que les notes servent à l'orientation des élèves. Et les notes servent à l'orientation des élèves, non pas pour les élèves les plus doués ou les plus en succès scolaire, mais pour les élèves les plus en difficulté ou ceux qui ont les projets les plus compliqués à monter. Puisqu'en fait, aujourd'hui, lorsque je réunis mon conseil de classe et que je prends une décision d'orientation suite à l'avis du conseil de classe, c'est le chef d'établissement qui prend la décision d'orientation. Ce n'est pas le conseil de classe. Le conseil de classe, il donne un avis. Le chef d'établissement, il prend la décision, qui peut être contraire à celle de son conseil de classe. Il vaut mieux pas s'amuser à jouer ça tous les jours, parce que sinon on perd un peu la confiance de son équipe, quoi. Mais il peut, pour certaines raisons, voilà, il m'est arrivé, moi, pour des raisons, après avoir rediscuté avec l'équipe, de dire bah, là-dessus, si les parents vont en appel, de toute façon, on perdra. Donc autant que je prenne la décision qui est celle des parents. Et les enseignants étaient tout à fait d'accord pour le faire, parce qu'ils estimaient qu'on était dans notre bon droit. À un moment donné, quand on est en conseil de classe et qu'on prend cette décision d'orientation, si je décide, après avis du conseil de classe, que les élèves vont en seconde générale, décision d'orientation, ils vont en seconde générale, ça s'arrête là. L'élève va en seconde générale. Si je décide que l'élève va en seconde professionnelle, ça ne s'arrête pas là. Je prends la décision, après, je rentre ces notes, dans une application qu'on appelle Affelnet, qui affecte les élèves, suivant une moyenne, qu'on peut pondérer ou pas, avec des bonifications. Voilà. Ça va donner un classement. Là, on revient au tri, au classement. Voilà. D'ailleurs, on trie en classe. Alors, on trie et on classe pas les élèves qui vont en seconde générale, on trie et on classe les élèves qui vont en seconde professionnelle. C'est quand même très paradoxal, quand même. Mais ça fonctionne comme ça. Parce que il n'y a que 24 places au lycée Marie Curie dans cette formation, il n'y a que 24 places au lycée Camille Claudel pour cette formation. Et donc on se retrouve que les élèves, qui, on ne va pas se cacher quoi, c'est pas les élèves, sauf des cas très particuliers où j'ai vu des élèves qui ont leur projet, qui veulent à tout prix faire ce métier-là et qui, quel que soit leur résultat, ils ont décidé de faire une... Et tant mieux, mais il faut qu'il y en ait des comme ça. Mais, grosso modo, les élèves qui se dirigent vers le lycée professionnel, souvent, c'est des élèves qui n'ont pas le niveau pour suivre en seconde générale. Eh bien, eux, on les trie et on les classe, et c'est la note qui compte plus. Et ça, c'est quand même assez violent pour les élèves, quand même. Hein ? Alors, comment voulez-vous que dans un système comme ça, au bout du bout, où il y a un brevet qui, entre nous, je ne vois pas à quoi il sert aujourd'hui encore, voilà, on pourrait se poser la même question pour le bac. Et puis on a un livret de compétences qui lui par contre perd tout son sens, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faudrait c'est voir que ces élèves les plus en difficulté, surtout où est-ce qu'ils en sont dans l'acquisition des compétences. Puisque c'est censé déjà être les élèves les plus en difficulté. Mais non, la priorité au mois de juin, c'est pas ça. La priorité au mois de juin, c'est l'affectation grâce à leurs notes brutes, moyennes. Pas compétences acquises ou pas, hein, des moyennes qui se compensent, qui font une moyenne, voilà. C'est-à-dire deux systèmes complètement différents. Puisque la validation des compétences, c'est il faut que je valide tout. Les notes, le système, c'est un 12 compense un 8. Ça fait 10. Donc la réalité du collège, c'est celle-là, c'est pas une autre. On peut avoir beaucoup d'injonctions, beaucoup de circulaires. Si on ne change pas ça, voilà. La finalité du collège, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'on attend. Donc, pour moi, je pense que vous l'avez compris, la mise en place réelle du socle commun des compétences, c'est déterminant pour pouvoir permettre cette continuité des apprentissages entre le premier degré et le second degré. Moi, j'ai vu à travers mes enfants et à travers les expériences des différents établissements le bond considérable qu'a fait le premier degré concernant ce travail. Toujours pareil, c'est plus simple pour un inspecteur d'une circonscription seul, supérieur hiérarchique, pédagogique de ses enseignants, de les réunir et d'essayer de dire on y va, que
Mise en place du socle commun dans les collèges. Déjà, il faut que les IPR soient tous d'accord. Ce qui maintenant ne se discute plus, mais qui au départ n'a pas été le cas. C'est-à-dire que tout le monde ne s'est pas lancé avec la même envie en 2005 dans la mise en place du socle. C'est-à-dire les IPR suivant les disciplines n'étaient pas tous, pour différentes raisons. Aussi parce que suivant les disciplines, c'était pas si clair que ça et c'était pas si évident que ça à mettre en place. On avait chez nous, par exemple, les IPR d'SVT qui étaient, voilà, tout ce qui était sciences technologiques qui était en avance. Donc ils réunissaient régulièrement, de 2005 à 2007, je me souviens avoir fait partie de groupes de travail. Ils étaient en avant, alors là, les professeurs revenaient, ils étaient enthousiastes. Sauf que le professeur, il arrive, il vient vous voir. Il dit, ah mais moi, en SVT, en physique, c'est bon, on peut travailler, moi je peux même, toutes mes évaluations, je vais les faire en rappelant les compétences, très bien. Et puis après, voilà, ok. 2 preuves sur tout le reste. C'est-à-dire au moment où on va rendre les notes, ou au moment où on va remplir les bulletins, ou au moment où on va faire, je fais quoi? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 2 professeurs qui remplissent le livret, et les autres qui remplissent le bulletin. Je donne un bulletin avec des notes, des moyennes dans toutes les disciplines, sauf en SVT en physique. Enfin, il faut avoir un petit peu de cohérence aussi avec la famille, quoi, avec les familles. C'est-à-dire que il faut que tout le monde avance, quoi. C'est-à-dire, c'est bien d'expérimenter chacun de son côté, mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un document unique de nos familles, on ne va pas multiplier. Moi, j'étais en éducation prioritaire. Comment voulez-vous, face à des familles qui déjà ont du mal à comprendre, même quand vous les avez en face de vous, il faut leur déchiffrer pas mal de choses. Si en plus, vous arrivez, ah ben non, mais moi, j'utilise le livret de compétences. Ah, et moi, je continue à utiliser les notes. Voilà. Donc, ça, c'était un vrai frein à la mise en place du socle commun. Donc, on a beaucoup concentré sur la maîtrise de la langue après. Parce qu'en plus, je vous dis, c'était pas obligatoirement là où on pointait du doigt les difficultés, c'était pas là où il y avait le plus d'avancées, on va dire. Voilà. Les sciences avançaient très bien. L'EPS, n'en parlons pas. L'EPS, ça fait très longtemps que les compétences, voilà, la performance, la compétence. Mais il faut que tout le monde avance parce que si tout le monde n'avance pas au même tempo, on s'en sort pas. Donc c'est sur tous ces constats qu'arrive cette fameuse liaison école-collège avec le décret du 24 juillet 2013, qui est une vraie... là c'est un décret, c'est-à-dire en hiérarchie des textes, c'est important ça. Une circulaire, c'est pas un décret. Lorsqu'on va en formation, nous, à l'ESN, on a souvent, et j'y vais dans 2 semaines, justement sur l'aspect juridique de l'EPLE, on nous rappelle que la circulaire, en tant que fonctionnaire, il faut y obéir. Mais on ne sera jamais condamné à cause d'une circulaire parce qu'elle n'est pas appliquée. Là, le décret, c'est autre chose, là. Là, maintenant, on n'a pas le choix. La mise en place des conseils école-collège, voilà, c'est une réalité. C'est posé. Il y a le point de départ qui a été le constat de tout ce retour d'expérience dont je vous ai donné une partie, de toutes ces liaisons CM2, 6e qui existent, voilà, qu'il faut continuer à avoir, mais ça ne suffit pas. Il y a tous ces comités exécutifs en éducation prioritaire qui existent. Le réseau, tout à l'heure je vous disais, éclair, école, collège, lycée. Vous voyez, ça existe déjà. Les REP, réseau, ça existe déjà. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites au niveau des cellules académiques de recherche, de développement, d'innovation, d'expérimentation, ce qu'on appelle les CARDI. Où on peut expérimenter des choses et on peut aussi, ça c'est une spécificité de l'EPLE, on a un article 34 de la loi d'orientation, donc et de programme pour l'avenir de l'école, qui nous permet, qui rappelle, parce que ça existait déjà depuis 89, que dans le cadre de son autonomie, le PLE peut expérimenter différentes choses, et notamment l'expérimentation des liaisons avec le collège et l'école. Alors il y a des expérimentations qui ont eu lieu dans certaines académies, et qui, à la date d'aujourd'hui, ont été toutes arrêtées pour des problèmes juridiques. C'est le fameux échange de services.
entre le premier degré et le second degré. On se dit, si on veut se connaître, autant, voilà, moi j'ai un prof de lettres, mon prof de lettres avec les 6e, pourquoi il n'irait pas faire un petit tour en fin d'année en CM2? Puis le prof de CM2, il pourrait venir en 6e. Alors ça, c'est de l'expérimentation. Sauf que ça s'est arrêté pour des problèmes juridiques, puisque statutairement, dans les statuts des enseignants, il y a un problème de responsabilité. C'est-à-dire qu'un enseignant du premier degré ne peut pas prendre des élèves du second degré sous sa responsabilité sans la présence d'un autre enseignant du second degré. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des échanges de services, on ne peut faire que on vient visiter ma classe, je viens visiter ta classe. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de beaux principes et après, le droit derrière, il nous rattrape. Parce que peut-être que dans le premier degré, le directeur d'école qui n'a pas la même responsabilité que le chef d'établissement ne se rend pas compte de cette responsabilité, puisque de toute façon, ce n'est pas lui qui sera responsable. Mais dans un établissement du second degré, le chef d'établissement, c'est lui qui est garant du respect de la loi, et c'est lui qui sera en difficulté s'il fait faire à ses professeurs des choses qui ne sont pas prévues dans leurs textes, dans les textes et dans leurs statuts. Donc voilà comment on peut avoir tous de belles idées, mais derrière, il faut à un moment passer par des décrets, il faut à un moment par la loi. Parce que nous sommes des fonctionnaires d'État et que d'abord, c'est la loi. Alors, il y a l'expérimentation, mais l'expérimentation, elle ne peut pas non plus, elle est cadrée, quoi. Elle ne peut pas aller contre la loi. Donc après, on est sur du volontariat, mais on est aussi sur des prises de risque des fois. Et les prises de risque, je vous dis, il faut savoir les limiter quand même. Donc voilà typiquement une chose qu'on pourrait comme ça penser. Mais derrière, est-ce que c'est réalisable juridiquement? L'objectif, on est bien dans la continuité, de toute façon, qu'il faut garantir la continuité, qu'il faut garantir une certaine cohérence des apprentissages dans le cycle. On a le nouveau cycle qui arrive de consolidation. C'est une bonne chose, ce n'est qu'une énième tentative de rapprocher encore, comme je vous l'ai dit historiquement, et je vous conseille de lire vraiment de lire les historiens du système éducatif. On a de très bons historiens du système éducatif en France, et en plus c'est agréable à lire, c'est vraiment un livre, voilà. Donc c'est plein d'anecdotes, en plus c'est plein de choses, moi je découvre régulièrement des choses à travers leurs livres, et même quand on a vécu le moment, voilà, il y a ce regard d'historien qui fait que voilà, on le revit d'une autre façon. Donc, il y a 2 semaines, donc c'était le 15 janvier. Le 15 janvier, on a eu, dans le cadre justement, une action qui peut être mise en place, dans le cadre de la liaison collège-école. On a mis en place, au niveau du bassin, donc, le bassin, il va de la Tour d'Auvergne jusqu'à Chamalières. Donc c'est la Tour d'Auvergne, Muralcaire, Bourg-Lastic, Rochefort-Montagne, d'accord, Gia, Gerza, Albert Camus, donc ça c'est Anatole France à Gerza, Albert Camus, Quartier Nord, Croix-Néra, La Charme, Gérard Philippe, Collège de Chamalières. Voilà. Donc ça c'est tout ça, c'est le même bassin. On estime que tout ça c'est le même public. Donc on a fait des conférences, Marc Daguzon est venu faire une conférence sur la difficulté scolaire. Et moi, j'ai été très content. Il y avait 35 personnes ce soir-là, après 5 heures, c'est-à-dire hors temps de travail. C'est important, ça. C'est pas le même indicateur de compter les gens qui sont présents pendant le temps de travail et hors temps de travail. Et où Marc Daguzon, que vous avez peut-être vu ou qui va intervenir, a pu parler de la difficulté scolaire devant un public hétérogène. C'est pareil, moi, j'ai rarement vu ça. Des professeurs des écoles et des professeurs de lycée et collège, qui étaient présents dans la même salle, qui écoutaient la même personne, qui leur expliquait la difficulté scolaire, et qui ont échangé, et qui se sont rendus compte, en fin de compte, qu'ils ont exactement les mêmes problématiques. Et par contre, on s'est aussi rendu compte qu'il y a encore énormément de stéréotypes, il y a encore énormément de... le professeur des écoles serait un professeur bienveillant, qui connaît bien ses élèves, qui les a tout le temps, qui les chouchoute un peu trop. Et à côté de ça, le professeur de collège, distant, froid, d'abord il n'y en a pas un, il y en a 10, qui lui n'a que 45 minutes pour faire cours, qui passe vite à la classe après sans même terminer, voilà. Enfin, il faut sortir de là, parce que d'abord, ça c'est de la caricature, c'est pas la réalité.
qu'il existe aussi des séances d'1 h 30, de 2 heures. C'est qu'une question de choix pédagogique. Donc on peut très bien prendre le temps en maths, en français, de prendre les 6e pendant 2 heures, et non pas 45 minutes pour passer ensuite aux maths, pour passer ensuite au français. Ça, c'est que de l'organisation pédagogique. Que les enseignants, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai dit, du second degré, ça aussi, le soir, rester, et puis s'occuper d'élèves autrement que de façon où on aurait l'image de mercenaires du système éducatif qui viennent faire leurs heures et qui s'en vont. Même s'il faut être derrière eux, c'est pour ça qu'ils ont mis un chef d'établissement dans le second degré, il ne faut pas les lâcher. Hein. Mais c'est peut-être ça qu'il faudrait au premier degré. Non, là, j'anticipe la future école du socle. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la direction de cette école du socle. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est, avec cette nouvelle liaison, c'est d'être dans du concret, hein, c'est de sortir du dire, comme on dit, ça on sait faire, de rentrer dans le faire. C'est de faire que... Il faut sortir uniquement des circulaires de 77 et toutes celles qu'on a eues avant, qui n'avaient que pour objectif en fait que de mieux connaître le collège. Uniquement mieux connaître le collège. Hein, il fallait se familiariser avec. Quand j'étais au collège Albert Camus, on a l'école ouverte. L'école ouverte, c'est un dispositif qu'on avait qui ouvre pendant les vacances. Et puis on l'a mis en place fin août pour permettre aux futurs élèves de 6e de venir avant dans le collège et de se familiariser avec le collège. Donc on l'a fait une année. Et quand on s'est réunis, on était plusieurs établissements, écoles ouvertes. Enfin, en tout cas, dans le quartier, il n'y en avait qu'une, c'était le collège Albert Camus. Bon, on en est revenu un petit peu, quoi. Parce qu'en fait, il y a des élèves qui se familiarisent un peu trop vite avec le collège, qui ont mis en difficulté les professeurs de 6e à la rentrée, parce que les élèves, ils connaissaient déjà le collège. Et du coup, cette petite appréhension qu'a le petit CM2 qui arrive avec son sac de 35 kilos, eh ben, il était à l'aise, parce que comme pendant une semaine avant, il était dans le collège, il savait noter les casiers, tout ça, il n'avait pas ce sac de 35 kilos, qui des fois peut aider l'enseignant justement à poser son autorité, puisque l'élève il bouge moins quand il a 35 kilos sur le dos. Donc si vous voulez, ça n'a pas favorisé, en fin de compte, voilà. Les professeurs se sont dit, en fin de compte, je ne suis pas sûr que l'année prochaine, l'école ouverte, on fasse venir les élèves une semaine avant, parce qu'on préfère, nous, un petit peu les prendre à notre façon, parce que là, pendant une semaine, ils sont devenus un peu trop familiers avec le collège. Surtout qu'ils n'avaient pas été pris en charge par des professeurs du collège, mais qu'ils étaient venus avec leur instit. Voilà. Et donc, ils avaient vaqué un peu. Alors, moi, j'étais là, puisque nous, on travaille, on ne rentre pas un jour avant la rentrée. Hein, on est là 15 jours, voire une semaine pour certains personnels avant la rentrée. Donc, on avait eu ces élèves qui étaient chez eux, à l'aise, qui, pour le jeu, étaient un peu. Mais qui, au bout d'une semaine, savaient où étaient les toilettes, savaient voilà, vaquer. Donc, si vous voulez, ce côté juste se familiariser avec le collège, on fait tous des portes ouvertes, on fait tous de l'accueil d'élèves, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça qui fait la continuité des apprentissages. Hein. Donc, c'est nécessaire, hein, sauf avec le petit bémol que je mets par rapport à ce que je viens de dire. Ça dépend où, parce que si les professeurs des collèges passent une semaine après à récupérer certains gamins qui sont trop à l'aise, et il n'y a pas ce petit moment de... Voilà, où on est attentif parce qu'on écoute l'enseignant, parce qu'on est dans un monde étranger, et que le monde étranger, des fois ça a du bien, parce que ça permet de nous concentrer sur autre chose. Donc il faut faire attention quand même à que cette liaison du collège-école, certes il ne faut pas qu'il y ait une rupture totale dans les apprentissages, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une rupture réelle, qui est que passer d'une école où il y a un enseignant à un collège où il y en a 10 ou 7 ou 8, il y a quand même une rupture, quoi. C'est une réalité. Et il y en aura d'autres de ruptures dans la vie. Et vouloir gommer tous les rites de passage comme ça, en disant, voilà, on les enlève, je pense que c'est une erreur. Parce que pour se construire et pour grandir, on a besoin de rites de passage. Et le passage du CM2 à la 6e, sauf si ces élèves se retrouvent un jour dans le même établissement, en tout cas, il y a un vrai changement. Donc il ne faut pas nier et sous-estimer ce passage. Il est compliqué pour les élèves, il faut être bienveillant avec eux, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une rupture, un choc, il ne faut pas qu'ils se noient en arrivant au collège. Mais il y a quand même besoin
qui est un rituel de passage et qu'il faut l'assumer un petit peu. Le décret de la liaison collège-école rappelle, et j'en resterai là en vous rappelant, ce sera le mot de la fin, donc il ne faut pas se contenter de se familiariser, il faut approfondir à tout prix, et on a besoin au collège, et ça c'est un message que je vous donne, on a besoin au collège d'approfondir l'histoire scolaire de l'élève. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est pas uniquement le livret de compétences, c'est pas uniquement s'il perturbe ou pas, s'il bavarde, hein. C'est aussi comment il a appris à lire cet élève. Est-ce que cet élève, dans son parcours scolaire, au moment où il a appris à lire, c'est quoi qui a déclenché? Voilà, ils n'ont pas tous appris à lire au même moment. C'est comment il a appris à appréhender les nombres. Voilà. Les professeurs de mathématiques, ils sont demandeurs de ça. Voilà. Hein, comment vous avez telle notion, comment vous l'avez... cet élève, tiens, il a bloqué, mais comment ça se fait? Voilà. Ça se joue à quel niveau? Le partenariat qu'il y a avec les familles. Est-ce que la famille, elle était partante? Voilà, c'est une famille qui est partante, qui s'engage dans le projet de l'élève ou pas, hein, ou d'autres responsables légaux, parce que des fois on a d'autres responsables légaux. Et puis après, tout ce qu'il y a autour, les PAI, hein, mais ça c'est obligatoire maintenant. Hein, mais les langues vivantes, les origines de l'élève, est-ce qu'il a eu du français langue seconde, hein, le français langue étrangère, est-ce qu'il y a eu du renfort en école primaire qui a été fait ou pas? On ne part pas de la même chose, quoi, etc. Donc, il faut faire ça gentiment, sans appuyer sur le frein, comme je vous disais tout à l'heure, en appuyant sur l'accélérateur, mais gentiment, parce que faut pas, si on accélère trop, des fois on loupe des virages et on se prend un mur, et on met longtemps à s'en remettre, donc il faut être attentif. Il faut pas nier, c'est pour ça que j'ai essayé aujourd'hui de vous faire comprendre la culture du second degré, qui n'est pas la même. Il ne faut pas la nier, on ne va pas l'effacer par un décret, une circulaire. On pourra faire toutes les déclarations qu'on veut, il faut s'habituer les uns aux autres, travailler ensemble, veiller lors des réunions à ne pas être des donneurs de leçons, que ce soit le premier degré, que ce soit le second degré. On n'apprend pas, on apprend de l'autre, hein, on n'apprend pas à l'autre, on n'est pas là pour ça. Hein, entre adultes, on est là pour échanger. Voilà, moi là-dessus, je terminerai juste pour vous emparer de tout ça, sur André Malraux qui disait « La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise ». Voilà. À vous de prendre la liberté. Merci à tous. Merci aussi au Puy, Aurillac et Moulins.